Hello les rebelles intelligents, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Pour info, si vous souhaitez l'écouter au format audio, vous avez les liens là juste en dessous vers les plateformes de podcast principales. Il était un entrepreneur à succès et quand il était au sommet, il s'est fait carrément arnaquer. On m'a eu de par ma cupidité, tu vois, c'est ma cupidité qui m'a motivé à me faire escroquer en fait. Et c'est comme ça qu'on a les gens, tu vois. Au point de se retrouver surendetté. J'ai été surendetté parce qu'il a vendu en mon nom des choses et j'étais même pas au courant. Et pourtant, il a pardonné à son escroc. Je veux être dans l'énergie du pardon. Je veux avoir vraiment aucune haine, aucune pensée face à ça. Donc ouais, je suis allé le retrouver, lui serrer la main, lui dire je te pardonne. Et je suis parti. Et tenez-vous bien, il a tout récupéré en 2 mois. Il a aujourd'hui revendu ses entreprises, vit de son capital et de ses royalties et se consacre à la musique et au fait d'aider son prochain. Il est pourtant parti d'origine modeste. Il a un DUT technique de commercialisation. J'ai fait un DUT technique de commercialisation. Il a été policier municipal. Je suis allé en police municipale juste pour voir. Puis il est devenu un, je le cite, entrepreneur pas ouf qui faisait quelques centaines d'euros par mois. J'étais vraiment l'entrepreneur pas ouf quoi, enfin qui faisait quelques centaines d'euros. Juste pour retarder le fait de prendre un boulot. Je retardais l'inévitable, l'échéance de trouver un travail. Parce qu'il trouvait que créer une boîte c'était la pire des choses à faire. De ce que moi j'ai vécu, créer une boîte c'était la pire des choses à faire. Mais vraiment la pire. Il s'est pourtant accroché au point de gagner 1 an de revenus en quelques jours. Plus d'1 an de revenus à faire des photos, à essayer de trouver des clients, etc. ou faire des sites. Et ça, ouais, en quelques jours, quoi. Puis, il a été entraîné dans une spirale infernale au point de mentir à son audience. Ça m'a incité à devenir une personne que je pense au fond je voulais pas être, mais que je suis quand même devenu, qui extrapole beaucoup, qui ment, je pense. Il y a des moments, c'est même plus extrapoler, c'est du mensonge. Tu vois, je me mentais à moi-même et je croyais tellement à mes mensonges que par rebond. Tu disais par exemple, je vais être le prochain Google. Non, je mentais sur des chiffres, ce genre de trucs. Tu montais sur tes chiffres, ouais. Ouais, sur ce que j'avais fait, certains accomplissements. Et de tomber dans une surenchère de bling bling. Et c'était tous à base de qui paraîtra le plus friqué. Donc j'ai commencé, je me foutais des voitures, j'ai commencé à m'acheter des voitures de sport. Enfin, à louer des voitures de sport en leasing, tu vois. Avant de comprendre qu'il se fourvoyait et de commencer son chemin vers la rédemption. Comme vous allez le voir, l'aventure de Jean-Luc, alias Jack, est passionnante, semée d'embûches et inspirante pour toutes les personnes imparfaites qui veulent réaliser quelque chose de beau, quelque chose qui a de la gueule. Donc si toi aussi tu es une personne imparfaite qui veut réaliser quelque chose de beau et qui a de la gueule, cette interview devrait t'intéresser. C'est parti! Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Salut rebelles intelligents, je suis actuellement avec le seul, l'unique, le vrai Jean-Luc. Ça va quoi? Comment ça va? Ouais, bah ça va, super, merci. Bah écoute, on est actuellement dans les bureaux de Chris de Poisson Fécond. Il nous a invités là au Kandar parce qu'on habite pas au même endroit. Moi je suis à Dubaï, toi t'es à Nice, donc on s'est retrouvés à peu près au milieu. Oui, alors t'étais à Paris à Lyon, avant. voilà. Donc c'est pour ça. Comprenne. C'est pour ça, et j'ai voulu C'est ça. t'inviter parce que bah, t'as un parcours quand même assez exceptionnel. T'es tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat très jeune, à 17 ans. Ouais. Tu es un serial entrepreneur, tu as créé plein d'entreprises, tu en as revendu plusieurs, Ouais. ce qui te permet aujourd'hui voilà, tu pourras arrêter de travailler jusqu'à la fin de ta vie. Alors que Bah j'ai arrêté. Hein. t'as arrêté, on va en parler justement, et tu as 27 ans. J'ai 29. T'as 29 ans. Donc c'est quand même très jeune, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se vanter d'avoir atteint ce résultat aussi jeune. Ouais, Et en plus de ça, tu as négocié des royalties et tu as des revenus passifs qui te permettent Ça, de c'est vivre cool. très confortablement, même si tu n'avais pas très spéculé. cool, ouais. Très clairement. Et en plus de ça, tu as vraiment une philosophie qui fait que tu vas plutôt rechercher à maximiser ta qualité de vie et puis toutes tes expériences plutôt que de vouloir faire grossir ta boîte le plus possible. Peut-être tout résumé, on peut s'arrêter là. Voilà, bah, écoute, merci d'avoir été là, c'était Merci vraiment à tous. super. Donc, tu vois, je commence toujours les interviews de ce podcast par une question, ma foi, intense. Donc, est-ce que tu es prêt? Balance tout, vas-y. Alors, est-ce que tu as l'impression d'avoir une vie atypique? Alors, c'est vrai que c'est un peu bizarre de poser cette question après tout ce que j'ai dit, mais quel est ton sentiment par rapport à ça? Bah oui. Ouais. Bah oui, on va pas se mentir. Mais du coup, on a toujours l'habitude, tu vois, quand on vit sa propre vie, au bout d'un moment, on s'y habitue, tu trouves pas? Est-ce que tu as non. toujours ce recul de te Ah dire, non. c'est quand même extraordinaire ce que je suis en train de vivre? Mais de fou. Ah non, mais de fou furieux, mais bien sûr. Enfin, je sais pas si tu t'imagines. Ne serait-ce qu'avoir le luxe de te réveiller à l'heure où tu veux. De ne pas avoir de contraintes.
que ce soit temporel, géographique, financière, etc. Enfin, autant de ma petite échelle, hein, je ne suis pas Crésus non plus, hein, qu'on soit d'accord. Mais le fait de faire ce que tu veux, vraiment le coup du réveil, c'est important. Parce que moi, c'était vraiment mon objectif de base quand même. C'est le fait de me dire, je peux me réveiller quand je veux. Le fait de te dire, mais je sais pas, là, regarde, j'étais à Nice ce matin, là, je suis à Lyon, demain, je suis à Paris. Quand je suis à Nice, c'est pour vivre ma vie de retraité. Quand je suis à Lyon, ici, c'est pour faire un petit mastermind et donner ce que je peux donner avec mon expérience d'entrepreneur. Et quand je vais sur Paris, là, c'est pour aller enregistrer des musiques. Tu vois, mec, mais regarde juste mon sourire, enfin, c'est incroyable. Non, mais cette vie est incroyable. Non, incroyable, vraiment. J'imagine que la plupart de tes amis ne sont pas du tout dans cette liberté-là aujourd'hui. La plupart sont normaux, j'imagine, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont employés ou est-ce que tu as plutôt des amis entrepreneurs? Ça dépendait avec le temps. À l'époque, j'avais, alors des amis, c'est un bien grand mot. C'est un très très grand mot, même surtout quand on est dans l'entrepreneuriat, tu vois. Mais j'avais des copains, voilà, des bons copains. Et ouais, c'était entrepreneur. Et je pense même que j'avais vachement de mal à cerner et à comprendre l'état d'esprit des gens qui n'étaient pas entrepreneurs. D'accord. Faut savoir que je pense que je jugeais beaucoup. J'étais beaucoup plus dirigé par mon ego, en tout cas, j'avais pas mis mon éveil dessus. Et puis j'étais très orgueilleux, très prétentieux, et j'étais en mode make money, tu vois, il faut que je fasse de l'argent. Donc mon entourage aussi, je pense, en somme, gravitait avec ces mêmes valeurs profondes. Maintenant, l'argent n'étant plus ce que je recherche, mais plus maximiser ma liberté et surtout ma richesse réelle qui pour moi est le bonheur, tu vois, il n'y a que mon bonheur qui pour moi compte. Je me sens riche parce que je suis très heureux, c'est tout. Là, je dirais que mon entourage, en fait, c'est des gens qui sont juste super heureux. Et regarde, il y a Chris, il est entrepreneur, tu vois, et il fait des chiffres qui sont combien intéressants, surtout au vu de son jeune âge, tu vois, et du travail qu'il met. Regarde Sam, qui lui aussi est entrepreneur, mais auteur de sa petite échelle à lui, qui lui serait plus en mode un peu freelance. Et je pense que ouais, la plupart des gens qui gravitent sont les gens soit freelance, soit des gros entrepreneurs, soit des artistes. Maintenant, j'ai la chance de côtoyer surtout des gens du milieu, des stars, qui ont des influences, etc. Parce que donc là, tu as prévu de te lancer dans la musique, on en parlera plus tard. Ouais, voilà, donc tout le panel de gens en fait, que je fréquente est assez différent, mais je pense que le point qui les rallie, c'est qu'ils sont super épanouis et je pense que vraiment, ils veulent que du bonheur et ils veulent transmettre de l'amour. Est-ce que tous ces gens épanouis, ils sont plus libres que la moyenne, d'après toi? À fond. Ouais. À fond. Et tu penses que c'est corrélé? Ils sont plus épanouis parce qu'ils sont plus libres? Ça ensuite, c'est, je pense que très certainement, c'est propre à eux. Moi, je pourrais que le rallier à moi, et pour moi, oui, c'est un lien direct. Ouais, très clairement. Quelles études tu as fait pour arriver là où tu en es? Est-ce que déjà, il y a une relation entre les études que tu as fait et les métiers que tu as pu faire? Oui et non, ça c'est bien une réponse à la française, ça. Oui et non, allez, tu te démerdes maintenant. Ouais, en fait, j'ai fait BEP électrotechnique, et juste un an sur les deux. Ensuite, j'ai bifurqué sur un BEP qui s'appelait MRCU, je crois. Mais en gros, c'est BEP vente. Ensuite, bac pro commerce. Ensuite, j'ai fait l'université, enfin, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Où maintenant, je donne des cours en tant que prof vacataire depuis 5-6 ans maintenant, je crois. Toi, t'en as? Ouais. Ah. Et donc, je suis très reconnaissant envers... Donc, tu as un exemple de prof, là, qui est entrepreneur et qui... Prof, c'est un bien grand mot. Il faut avoir limité de dire réel de statut qui est vacataire, tu vois. D'accord. En tout cas, tu donnes des cours. Ouais, voilà. Tu donnes des cours, et là, il n'y en a pas des milliards d'exemples d'entrepreneurs qui donnent des cours à l'université, donc c'est cool de savoir que ça existe. Oui, à l'UPEC, là où j'ai fait mes études, à Paris Descartes aussi, et même, je vais même pu faire du consulting chez Google et tout, mais en vrai, je pensais qu'on était plusieurs. Enfin, bref, non, il y en a plusieurs. C'est pas ça, c'est que dans la plupart des cursus, c'est pas le cas, c'est plutôt des profs qui sont profs en fait. Ah oui, très clairement. Oui, ça par contre. Ouais. Et ensuite, après le DUT, j'ai fait une licence e-commerce. Et entre deux, j'ai travaillé à la police. T'as travaillé à la police? Il y a peu de gens qui le savent, ça. Ok, et tu faisais quoi à la police? J'étais ATPM, assistant temporaire de police municipale. J'idéalisais le métier de policier, mais en tant que fonctionnaire, je pouvais pas avoir et ma société et être policier. Ah, ouais. Donc je voulais juste tester, et du coup, je suis allé en police municipale juste pour voir. Voilà. Et donc tu faisais quoi alors, les contraventions? Pas grand-chose. D'accord. Voilà. D'accord. Métier de policier, quoi. Non, je déconne. Donc policier municipal, donc c'est ceux de la ville, ils n'ont pas d'armes, mais ils doivent quand même assurer des missions de sécurité. Ouais, ensuite, moi j'étais en bas de l'échelle et je faisais pas grand-chose, mis à part assister. Voilà, j'avais un rôle assez passif quand même. Hein. Voilà, donc j'apprenais et je faisais plus un rôle de présence. En tout cas, de ma perception, tu vois, c'était plus, j'étais là pour marquer une présence, quoi. Et donc tu crées ta première boîte à 17 ans, donc tu es encore lycéen, j'imagine, à cette époque-là. En fait, je crée mon premier business, mais je crée pas encore une boîte. Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas que j'entreprends, en fait. Qu'est-ce que tu fais alors? C'est quoi ton business? Je vends des jouets pour adultes, des airsoft.
C'est vrai que j'avais pas pensé à ça quand des airsoft, ok. Des pistolets à billes. Des pistolets à billes, d'accord. J'espère bien qu'il y aura le plan en ce moment-là quand je dis ça comme ça. Des pistolets à billes durant mes études de commerce. On a des stages obligatoires. J'ai fait des stages dans un magasin d'airsoft parce que c'était une passion à l'époque. Passion que je n'ai plus du tout, bien au contraire. Mais à l'époque, c'était un truc qui m'animait de fou. Donc c'est comme le paintball, mais c'est des petites pistolets à billes en mais fait. il n'y a pas de peinture, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. totalement. Et donc, donc, comment tu faisais pour trouver des fournisseurs? Parce qu'il fallait que tu achètes moins cher que ce que tu revendais, du coup. Et il fallait que ça soit aussi moins cher que ce que les C'était gens mon avaient dans les maître de boutiques. stage qui m'avait appris qu'en fait, les réparations, en fait, il fallait faire croire un petit peu. Oh, c'est horrible. Mais en gros, quand les gens venaient, leur faire croire que la réparation, ça prenait grave du temps, qu'on avait une grosse liste d'attente, ce qui était plus ou moins vrai, mais que surtout que ça leur coûtait cher et qu'il valait mieux qu'ils rachètent un airsoft et que nous, on leur fasse une petite déduction et qu'ils nous laissent leur truc. Et du coup, ils venaient, on leur faisait croire que. Et on rachetait le truc pour une bouchée de pain style 30 balles. La réparation ne coûtait même pas 10 €. Et on leur vendait 200 € le truc, tu vois. Ah ouais. Et du coup, j'ai vu le tips. Et on en avait tellement qu'au bout d'un moment, il savait même plus quoi en faire. Donc c'est moi qui ai pris les airsoft d'occasion, qu'ils ai réparés moi-même et qu'ils ai vendus sur un forum qui s'appelle France Airsoft, où j'ai beaucoup d'évaluations. Je crois que mon pseudo, ça va être Jean-Jean, si vous voulez les retrouver. T'as pas peur de te faire insulter après toutes ces années, quand même de... C'était il y a 12 ans. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça aujourd'hui? Tu te dis que c'était une bonne combine ou que... On commence comme on peut commencer. Voilà. Ça, avant de faire ça, je me dévoile, hein, mais avant de faire ça, avant même j'entreprenais sans même le savoir, parce qu'à l'âge de 14 ans, je crois, avec mon pote d'enfance, on vendait des cigarettes de thé. On avait vu qu'il y avait un marché parce que tout le monde voulait fumer au collège. Nous, on trouvait ça un peu débile. C'est quoi des cigarettes de thé? En fait, tout le monde voulait fumer. Ouais. Mais il fallait avoir, à l'époque, autant jadis, il fallait avoir 16 ans. Je sais pas si ça a changé ou un truc comme ça. Peut-être qu'il faut être majeur maintenant. Mais à l'époque, en tout cas, si ma mémoire est bonne, il fallait avoir 16 ans, tu vois. Et du coup, personne n'avait 16 ans au collège, sauf ceux qui avaient redoublé et tout. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on prenait des feuilles canson dans l'imprimante de mes darons. On mettait du coton-tige, une agrafe, on achetait du thé à la menthe, on le mettait, et on en faisait des paquets, on avait brandé, etc. On avait fait un petit fichier PDF, on imprimait. Il y avait du tabac dedans? Non, c'était du thé. Et en fait, tu peux fumer du thé avec une feuille canson. Et les gens le savaient que c'était du thé? On disait que c'était notre propre conso, etc. Et donc, après ce premier business d'airsoft, c'était quoi le deuxième, le troisième? En fait, j'ai remarqué que ce que je kiffais, c'était prendre des photos. Plus que faire les annonces, parce qu'il fallait bien brider le truc sur les pages d'airsoft. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas être photographe? Donc j'ai fait de la photo, ça marchait pas très bien, je faisais quelques centaines d'euros par mois à tout péter. Bah quand même. T'avais quel âge là? Je commençais à m'approcher de la vingtaine. Ok. Toujours en faisant tes études? Ouais, toujours. Oui, donc comme boulot complémentaire à côté de tes études, c'est quand même pas mal. Il y a beaucoup d'étudiants qui seraient contents d'avoir ça. Ensuite, il fallait que pour me faire connaître, je crée mon propre site. Donc je me suis renseigné à comment on fait du WordPress, etc., créer ses propres sites. Et en fait, les gens s'intéressaient plus à comment j'ai fait le site que les photos. Donc du coup, j'ai commencé à vendre des sites internet. Et ensuite... Tu vendais ça à qui? Mes professeurs. Ouais, ok. Mes premiers clients étaient mes professeurs. J'ai beaucoup de reconnaissance parce qu'ils m'ont grave aidé en fait, tu vois. Ils m'ont fait voir que ouais, c'est possible. Mais ça, c'était le plus important. Mais pendant des années, de 17 ans, je dirais jusqu'à 22-23 ans, j'étais vraiment l'entrepreneur pas ouf, quoi. Enfin, qui faisait quelques centaines d'euros. Je savais à peine que j'entreprenais et pour moi, c'était pas signe de... Je ne pouvais pas imaginer qu'en fait, j'allais faire ça de ma vie. Je pensais quand même que j'allais un jour devoir trouver un travail et ça me saoulait beaucoup. Et tu te voyais pas comme un entrepreneur à l'époque? C'est intéressant parce que tu faisais ça naturellement. Pour toi, c'était même un hobby, quoi. Ouais, clairement. Un hobby qui te rapportait un peu d'argent. Je retardais l'inévitable, l'échéance de trouver un travail. Pour moi, c'était une façon de le retarder le plus possible. Et jamais tu t'es dit, enfin, à un moment tu t'es dit, mais pendant toutes ces années, tu t'es pas dit, tiens, j'ai plutôt directement créé une entreprise parce que finalement, c'est dans mon ADN. Non, ça faisait carrément peur. Mais c'est intéressant, ça. Créer une entreprise, tu dis ça à quelqu'un qui toute sa famille, ils sont tous salariés. Wow. La plupart, quand on entend et qu'on écoute les gens, dans la masse, la plupart des gens, quand on entend boîte, c'est les gens qui sont effondrés, écroulés, qui ont eu plein d'emmerdes. Il y a le fisc, il y a eu des charges, non mais c'est un gouffre à fric, j'ai fait faillite, j'ai perdu des centaines de milliers d'euros, des clients qui m'ont pas payé. Franchement, de mon vieux, mais ça reste que le mien, mais de ce que moi j'ai vécu, créer une boîte, c'était la pire des choses à faire. Mais vraiment la pire. À quel moment tu as eu le basculement? T'as quand même fait un boulot d'employé avant de vraiment devenir entrepreneur? Mis à part la police très rapidement, j'ai fait 2 boulots de salarié, commercial à chaque fois.
un dans l'assurance et un autre dans l'informatique. Ça a duré 2 semaines à chaque fois, 2 semaines et 2 semaines. J'ai pas pu... Juste, t'as réalisé que c'était pas pour toi. Ah, c'était impossible. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai Qu'est-ce qui était réalisé pas possible ça, d'être salarié. quelqu'un qui te donne des D'être ordres. salarié. Ouais. Il y a un copain qu'on a en commun qui s'appelle Bertrand Millet. Il m'a sorti une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit en vrai, Jean-Luc, je suis entrepreneur par défaut parce qu'il est impossible pour moi d'être salarié. C'est la même chose. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui Voilà. ressentent la même Donc, chose. j'ai pas le copyright, c'est Bertrand qui me l'avait dit. Et coucou à toi si tu nous regardes. Mais c'est un de tes élèves du coup. Ouais, enfin, ouais, absolument. Mais du coup, voilà, il m'avait dit ça et je trouve ça très pertinent. Et c'est vraiment le jour où vraiment je me suis dit, mais en fait, c'est impossible. Et j'avais demandé en mariage la fille avec qui j'étais à cette époque aussi. Donc, là, ça fallait fait que quel âge, j'assume, là, j'avais 23. Ok. Donc, Il fallait que tu sûr. ouais, là maintenant, il fallait que je fasse un truc quand même, tu vois. Et je ramenais quelques centaines d'euros en créant des sites, en faisant des photos par-ci par-là, mais ça suffisait pas. Et donc, à un moment, je me suis dit, ok, il faut que je m'entoure de quelqu'un. Il faut que je m'entoure d'une personne qui a réussi. Et là, c'est à l'époque, mais c'était en 2015, enfin 2014, je sais pas les dates en tête, mais je tape sur Internet tout bêtement, en fait, comment faire de l'argent sur Internet. Ah ouais. Ok. Et je tombe sur, à l'époque, il y avait Sébastien Cerise et Frédéric Zibet. C'était les 2 seuls qui existaient, qui sont maintenant des gens beaucoup moins connus, je pense, de la sphère, surtout quand on voit l'explosion de Yomi Denzel, Sébastien etc., tous Cerise, les autres. ouais, je le connais, l'autre non. Ok. C'est l'autre que j'ai choisi, du coup. Voilà. Je sais pas, j'avais plus de sensibilité, je sentais qu'on était plus rapprochés, plus en cohésion dans les valeurs. J'ai regardé où est-ce qu'il habitait, il était en Haute-Savoie. Je venais d'aménager en Haute-Savoie à ce moment-là. Et du coup, j'ai vu qu'il habitait à 10 minutes, en tout cas son siège social. Et à l'époque, je savais pas qu'on pouvait domicilier une entreprise, etc. Tu vois, mais, et donc, j'avais bon espoir que du coup, c'était là où il habitait. Et heureusement, c'est là où il habitait. Et t'as de la chance. Et du coup, je lui ai acheté sa formation. Je l'ai appliqué à la lettre. Et je lui ai acheté aussi un accompagnement. C'était juste 1 heure d'accompagnement. Et en fait, je me suis dit, comment je peux faire pour être le meilleur ami de ce mec? Et je me rappelle avoir dit à mon ex-fiancé, tu verras, ce sera mon meilleur ami, ce gars. À vie, ce sera mon meilleur ami. Et encore maintenant, c'est comme un grand frère maintenant. On est extrêmement proches. Et ce gars, en fait, je me suis dit, comment je peux être son meilleur ami? Je veux pas être son élève, je veux être son meilleur ami. Je veux l'honorer, vraiment. Je veux qu'on crée une relation. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais faire sa formation. En 1 mois, il faut que je sois son meilleur élève, que c'est moi qui ai les meilleurs résultats, qu'il soit impressionné. Comme ça, le jour où j'ai le coaching, j'ai pas à lui demander des choses. J'ai juste à le remercier. Comment je peux disrupter, quoi. C'est ce qui s'est passé. Excellente démarche, ouais. Voilà. Et du coup, on a sympathisé durant l'appel. Et parce que juste, je lui disais, en fait, pas de questions, juste merci. En fait, c'est trop bien. C'est quali, franchement, c'est propre. Bien joué. Il fait, ok, il était un peu sur le cul, tu vois. Du coup, je lui fais voir, et même carrément, il dit, putain, mais attends, comment t'as fait ça, etc. Parce que du coup, j'avais jumelé avec mes talents de photographe. Enfin, mes talents, c'est un grand mot, mais voilà. Avec mon expertise aussi peu. Tes compétences, ouais. Et là, il se dit, putain, ce serait bien qu'à l'occasion, on se voit. Et puis, moi, je fais, ouais, t'es où? Il fait, je suis en surf. Je fais, oh, moi aussi! Quel hasard! Oh, dis donc! J'avais pas du tout prévu le truc. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Il m'invite à boire un verre et puis l'histoire a commencé comme ça. C'est devenu mon mentor et je suis passé de quelques centaines d'euros par mois en l'espace de 3 mois où j'ai direct franchi le palier des 10 000 euros par mois et ensuite 15 000, 20 000, etc. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que là, tu as une démarche consciente de te connecter à un mec qui représentait ce que tu voulais devenir finalement. Bien sûr. Et tu l'as fait avec une stratégie intelligente. Et il y a tellement de gens qui ont pas cette démarche. C'est hallucinant en fait. On en parlait juste avant, hors caméra, avant cette interview. Une des manières de se connecter à un mentor, c'est quand tu le rencontres, de lui poser une question qui montre que tu as vraiment étudié son truc, que tu n'es pas un énième kidam qui n'a pas juste fait une recherche Google, parce que ça, c'est la majorité, et que donc déjà, tu respectes ce qu'il fait et que tu respectes son temps, et tu lui poses une question qui le challenge un peu et qui montre que tu peux lui apporter de la valeur. Ça, c'est une des manières, mais tu as fait une manière qui est assez similaire finalement, on voit que c'est basé sur du respect pour le travail qu'il fait pour toi et pour son temps, et que tu vas aller vraiment consommer le contenu qu'il a fait pour toi. Ouais, clairement. Et puis après, tu as une démarche de se connecter amicalement, donc voilà, aller boire un verre, puis après, plus si affinité. Ouais. Et puis, donc ça s'est bien passé, c'est ce que maintenant vous êtes très, très proches. C'est un grand frère, vraiment. Et ce premier business, c'était sur quoi? Ça vendait quoi? Il m'a dit, t'as une expertise, etc. Je fais, ouais. Il fait, mais regarde. La photo? Ouais, pas que les photos, j'avais aussi appris à m'exposer sur Instagram, en fait, pour les photos et tout, et j'avais une bonne base d'abonnés. Et même d'un point de vue branding, j'étais vraiment bon comparé à ce qui se faisait à l'époque. Mais en France, on était vachement retardé comparé aux États-Unis, etc. Et moi, j'avais appris là-bas, donc j'avais un petit temps d'avance, tu vois. Ça, c'était cool, c'était ma force, on va dire.
Et du coup, bah, fort de cela, il m'a dit, mais gars, en fait, ça, en France, il n'y a personne. Cette expertise, moi, elle m'intéresse. Si elle m'intéresse, moi, ça veut dire qu'elle va intéresser d'autres personnes. Tu vois, parce que moi, en tant qu'e-commerçant qui fait plusieurs dizaines de milliers d'euros, etc., tu vois, il me dit, ça m'intéresse. Donc, forcément, fais une formation, je la fais avec toi, je te mets sur le devant de la scène, on fait moite-moite. Je fais, nice. Bah ouais, là, t'étais. Nice. Et c'est parfait. parti. Et dès qu'il a lancé, le premier jour, déjà, ça m'avait fait 7000 balles dès le premier jour. Et pour moi, dans ma tête. C'est lui qui l'a promis aussi, hein. Ouais. Sur sa liste et tout. Ouais, donc, Et dans ma tête. 7 000 € en une journée. Ouais. Alors qu'avant, tu faisais quelques centaines par mois. Ouais. Donc, alors, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Mais en fait, c'est la première fois que ça dépassait mes croyances. Hmm. Moi, je me disais, mon but, c'est faire 1500 € par mois en automatique tous les mois. Voilà. Et dans ma tête, je me disais, à 2000 €, on est riche. C'est marrant parce que j'avais exactement le même objectif. Moi, je voulais faire 2 000 € par mois en automatique. Ouais, c'est pas étonnant. Mais ensuite, ça a évolué avec le temps. Mais ouais, c'était vraiment ça au début. C'était 1500 et en fait, ça me... Et là, tu te prends 7 000 une journée. Donc, 7 000 ta part ou la part à diviser en deux? C'était ma part. D'accord, ouais. Donc oui, ça faisait 14 000. Ah, c'est excellent. Ouais. Et le deuxième jour? Ça fait un petit peu moins, mais ça. Bon, je sais qu'en tout et pour tout, quand il m'a filé mes premiers sous, ça m'a fait 12 000. Et donc l'équivalent de plus d'1 an de salaire de ce que tu avais avant, finalement. Oh oui, clairement. Enfin, on peut pas appeler ça du salaire, j'étais à mon compte, mais oui, plus d'un an de revenus à faire des photos, à essayer de trouver des clients, etc., ou faire des sites. Et ça, ouais, en quelques jours, quoi. Et c'est là que tu t'es rendu compte que vraiment tu pouvais être entrepreneur? Ou tu avais quand même... En vrai, non. Tu avais eu le déclic avant? Alors, je vais te dire un truc que je pense que j'ai encore jamais dit, et je Ouais. pense que peu d'entrepreneurs arrivent à avouer, mais la clairvoyance de l'argent, donc c'est-à-dire avoir la sûreté de savoir vraiment faire de l'argent tout le temps, je l'ai eu, j'avais déjà fait beaucoup d'argent. Beaucoup, vraiment. On dépasse un certain seuil, quoi. C'est que je ne suis pas familiarisé à dire des chiffres, donc ça restera entre nous près, tout ça après, mais voilà, j'avais fait déjà des bons gros succès, de quoi se mettre à l'abri comme un bon gros moment. Avant de faire ça? Je pense que ouais, la clairvoyance vraiment, où je sais que à vie je saurais faire de l'argent de façon aisée. Là, tu l'as maintenant. Oui, oui, clairement. D'accord. Mais ça a mis beaucoup de temps. Et le fait de me dire que justement, maintenant je suis entrepreneur, etc., le fait de me dire, je serai entrepreneur toute ma vie, c'est sûr, parce que je sais faire de l'argent, je l'ai eu vers mes 26 ans, 27 ans. D'accord, oui, donc ça a vraiment mis longtemps. Ouais. Et c'est incroyable. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as dû lutter contre un certain formatage de la société ou tu... Parce que j'ai pas conscientisé comment je faisais réellement de l'argent. Parce que quand tu l'as fait une fois, tu peux mettre ça sous le coup de la chance. Tu vois. Ouais. Moi, j'ai attendu de me faire escroquer tout. On va en parler de ça. Tout ce que j'avais, j'ai attendu de me faire escroquer. Et ensuite refaire, et de manière différente. Et quand j'ai vu que ce que j'avais gagné en l'espace de 4-5 ans, j'ai réussi à le faire en même pas 2 mois, avec des business tout autres, et plusieurs typologies de business, là je me suis dit, j'ai compris. Mais ça m'a mis Et du c'est temps. là où tu te dis, je suis entrepreneur. Là, j'ai compris que j'étais entrepreneur. Donc pour toi, être entrepreneur, c'est avoir l'assurance que c'est un métier que tu connais suffisamment pour pouvoir le pratiquer dans différentes circonstances. Pour moi, c'est l'assurance, vraiment, à 100%, que tu sais générer de l'argent, tes propres petites mimines, quoi, à vie. Ça, pour moi, c'est ça, entreprendre. Sinon, tu essayes d'entreprendre, mais tu es dans le doute. Ok. Non, mais c'est intéressant comme définition parce que finalement, voilà, là, ce que tu es en train de dire, c'est si demain je perds tout mon capital et que j'ai plus mes sources de revenus, je suis capable de me recréer des sources de revenus et un capital très vite et j'aurai pas de soucis. Ouais. Ce sera peut-être un challenge, mais je sais qu'au final, Ça je me vais y arriver. coûterait, d'un point de vue énergie, d'un point de vue moral, je pense, etc. Tu sais, je mettrais du temps à savoir apprécier cette démarche, mais ce serait quelque chose, en vrai, de challengeant. Mais j'aime plus faire de l'argent. Enfin, c'est pas que j'ai pas un moyen avec l'argent, c'est juste que comme je l'ai appris à le faire, le business, ça m'intéresse plus. Je préfère faire de l'argent en étant musicien, tu vois. On va en parler de ça. Ce genre de mais truc. on va pas bouler les étapes, mais ouais, En pour toi, créant c'est la prochaine étape, des ouais. rentes, en faisant maintenant travailler mes finances. Mais faire du business, ça m'amuse plus, juste. Ça m'amuse pas. Bon, ok, donc ça commence à cartonner sur le web. Et donc, avec cette formation sur finalement comment utiliser Instagram pour booster son e-commerce, hein, c'est ça? Ouais, ça, ensuite faire du growth hacking avec Facebook. Ensuite, j'ai fait... Donc, ça veut dire récupérer les fans des Ouais, pages, il y des avait groupes. plein de trucs. Il y avait une époque où c'était. Ouais, c'est les c'était techniques open de bar, le SEO truc, hein. où tu pouvais faire pas mal de trucs. Ouais. Je sais plus ce que j'ai fait après. Enfin, c'était dans le milieu de la formation où j'ai fait mes sous, quoi. Ok. Formation en ligne. Ouais. Et je pense aussi, c'est ça aussi qui m'a pas amené une assurance, c'est que je faisais plus d'argent à expliquer à comment faire de l'argent qu'à en faire réellement. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, ça jouait pas en ma faveur sur la clairvoyance de l'argent. J'étais très bon dans la théorie, dans la pratique, j'étais rincé.
Ok, et t'as essayé de changer ça ou tu t'es au bout Une d'un fois, moment, je me suis fait tu l'as escroquer. accepté? Une fois que je me suis fait escroquer. Une fois Je me que suis tu t'es dit, escroqué, plus jamais je ferai de l'argent de cette manière. Donc je me suis ensuite lancé au web app, aux applications, au consulting, à la prestation de service, à plein de trucs. Parlons un peu de la fois où tu t'es fait escroquer. Ouais. Est-ce que tu peux raconter un peu l'histoire? Ouais, carrément. Bah, j'étais dans un ego trip, en fait. C'est-à-dire que, en fait, il faut se dire, à l'époque où je vendais de la formation, c'était ma gueule qui vendait. Voilà. C'était parce que c'était moi. Au-delà de l'expertise. T'avais quel âge, là? C'est de mes 23 ans, du coup. Donc, ça a pété il y a 6 jusqu'à ans. 26 ans, à peu près. Ça fait 3 oui. ans de la vente de formation. D'accord. Plus ou moins. Je suis quand même peut-être dans ce temps, je crois, un truc comme ça. Donc entre 6 et 3 ans, quoi. Ouais, plus ou moins. Et du coup, bah, ça m'a incité à devenir une personne que je pense au fond je voulais pas être, mais que je suis quand même devenu, qui extrapole beaucoup, qui ment, je pense. Il y a des moments, c'est même plus extrapoler, c'est du mensonge. Tu vois, je me mentais à moi-même, je croyais tellement à mes mensonges que par rebond. Tu disais par exemple, je vais être le prochain Google. Non, je mentais sur des chiffres, genre de trucs. Tu montais sur tes chiffres, ouais. Ouais, sur ce que j'avais fait, certains accomplissements, etc. Je m'attribuais le mérite de certaines personnes ou certaines personnes de mon équipe. Et mon équipe, je faisais croire que j'avais plein de salariés. Or, c'est des freelances. Enfin, c'est de faire tout le temps grossir le trait pour que les gens se disent ah ouais, il est trop fort et je vais lui acheter le truc, tu vois. Pourtant, tu n'avais pas besoin de ça parce que c'était déjà un beau succès en tant que tel. Ouais, mais ensuite, on a été à l'apogée où il y avait Théophile Hélier, où il y avait tous les autres copains, on se connaissait tous, et c'était tous à base de qui paraîtra le plus friqué. Donc j'ai commencé, je me foutais des voitures, j'ai commencé à m'acheter des voitures de sport. Enfin, à louer des voitures de sport en leasing, tu vois. Bon, ça c'est un montage financier après, mais j'ai commencé à me prendre, j'étais 86, ensuite j'ai monté en gamme à prendre une i8, ensuite une Corvette, etc. J'ai commencé à me prendre ensuite des logements extrêmement grands, je vivais seul, enfin non, j'étais avec une concubine, mais je m'étais pris une villa qui devait faire, je sais pas, 300 mètres carrés, avec 6 étages. On se perdait. Pour vous deux, ouais. Non, mais des fois pendant 10 minutes je la cherchais. C'est insensé, tu vois. Juste dans une spirale là. Ouais, dans une spirale en fait. De show-off, de. Ah ouais, ridicule. Non, c'est intéressant. Ouais. Tu penses que c'est en partie la pression de la concurrence qui t'a poussé à faire ça? Non, je pense que c'est mon ego. C'est ton ego, ok. Ouais, de ouf. C'est mon ego de fou, mec. De fou. Mais du coup, voilà, bah, ça a fait son petit bout de chemin. Et ensuite, je pense qu'on m'a eu, de par ma cupidité, tu vois, c'est ma cupidité qui m'a motivé à me faire escroquer en fait. Et c'est comme ça qu'on a les gens, tu vois. La personne a vu que j'étais un gros poisson dans le milieu. En tout cas, je me considérais tel quel. Ça se trouve, j'étais pas tant que ça. Mais bon. Et elle a flairé le bon poisson, du coup. Elle a vu que j'étais bien égocentrique. Et donc, bah, on va casser la bête dans le sens du poil. Elle a su, cette personne a su m'amadouer. Et ensuite, elle a trop bien joué son coup, quoi. À base de entreprise fantôme et plein d'autres trucs. Du coup, comment elle t'a escroqué? Elle t'a proposé de racheter ta boîte, c'est ça? Non. Créer des boîtes ensemble, investir dans une espèce de petit fonds d'investissement, genre de trucs, etc. Et d'échelle à échelle, tu vois, au début, c'est non, mais fais-moi un petit virement de 25 000. Tu vois, mais quand t'es dans l'ego et que le mec te dit non, mais c'est que 25 000, mec. Et que le mec, juste avant, il t'a fait emmener à un tour d'hélico, il t'a invité dans un rooftop à Monaco et il t'a offert ton anniversaire sur un yacht. Le mec t'a régalé, il a payé 12 000 pour toi et pour lui, c'était normal. Ah ouais, tu te sentirais compte de faire 25 000, il me faudrait une facture, etc. Non, tu fais ah, 25 000, bah, bien sûr, tiens. Ok, et 25 000, il les voulait pourquoi? Parce que voilà, vous faisiez une entreprise ensemble. Ouais, il y a eu plein de trucs, des entreprises ensemble, des fonds d'investissement, des faux projets. Et donc, tu as fait beaucoup de virements de 25 000? 25 000, 12 000, enfin bref, à droite, à gauche, etc. Et ensuite aussi, il a pris mes actifs, quoi. Ça a été dur, ce qui me faisait de l'argent. Ah bon, mais ça a été compliqué. Comment tu as fait pour faire ça? Bah, je me suis associé avec lui. Voilà. Et quand je dis il a pris, c'est en fait il a escroqué les gens qui faisaient partie de cet actif. Et pas que toi. Ouais, voilà. Et ensuite il l'a détruit, quoi, parce que du coup, les gens voulaient plus faire partie de cet actif, quoi. On va appeler ça comme ça. Et ensuite j'ai été surendetté parce qu'il a vendu en mon nom des choses et j'étais même pas au courant. Le mec, il vendait des coachings avec Jean-Luc, 10 000, 25 000, des trucs comme ça. Il prenait l'argent et moi ensuite il y a des gens qui venaient. Alors le coaching, tu es Ah ouais, à ce point-là. Je fais pardon, tu. Ah mais le mec, t'as un contrat, un truc, parce que je sais pas qui tu es, quoi. Il était no limite, quoi. Franchement, il est trop bon, il a trop bien joué. Mais moi, il m'a appris des leçons, ce gars. Franchement, je le revois, je le prends dans mes bras et je lui dis merci, gros. Alors, tu l'as vu. Tu l'as Oui. revu justement, parce que tu m'en avais parlé avant et ça c'est quand même assez fort. Est-ce que tu peux partager du coup, parce que tu en as voulu pendant longtemps. Ouais. Pourquoi t'as pas porté plainte déjà? Parce que tu voulais pas t'emmerder, tu te sentais con? Non, c'est pas question de ça. Peut-être qu'un jour je porterai plainte, mais pas pour récupérer mon argent.
D'accord. juste pour qu'il cesse ses activités. Parce qu'il continue depuis des années, mais là maintenant, il est dans le caca le pauvre. Mais en gros, je me suis dit, l'énergie que je vais mettre à essayer de récupérer cet argent, je préfère mettre cette énergie à recréer de l'argent. Et je vais être dans l'énergie du pardon. Je vais avoir vraiment aucune haine, aucune pensée face à ça. Donc ouais, je suis allé le retrouver, lui serrer la main, lui dire je te pardonne. Et je suis parti. C'est quand même incroyable. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient cette démarche. Et tu as fait ça combien de temps après t'être fait escroquer? Quelques semaines, même pas. Quelques semaines. Et tu vois, en même temps que je l'ai appris, plus ou moins. Quoi. C'est quand j'ai su vraiment que j'aurais jamais mon argent en retour. Je lui ai dit, tu sais quoi, je te pardonne. Moi, je suis vraiment très impressionné par ton mindset, tu vois, quand on parle. C'est aussi pour ça que je voulais t'interviewer, parce que tu as le mindset d'aller faire émotionnellement des choses pas faciles, mais qui finalement vont te faire gagner énormément de temps et te mettre dans une démarche où tu vas mettre ton énergie là où il faut, quoi. Qu'est-ce que tu as ressenti en allant voir ce gars et en lui disant je te pardonne? Puis lui, il a pas dû se sentir très sort en te voyant arriver. Je pense qu'il a cru que j'allais le tuer, mais. Ça a dû lui faire ce qui était compliqué pour moi, c'est que j'étais. La veille, j'étais au chevet de ma mère qui est en train de mourir. Et je disais au revoir à ma mère. Waouh. Tu vois? Et je savais pas si c'était au revoir ou adieu. Je savais pas si 2 jours après j'allais la revoir. Je savais juste qu'elle allait mourir. Ça, c'était. C'est là où j'ai eu du mal. Je me suis dit, putain, je vais aller le voir pour des sous, quoi. Enfin, tu vois, et je me suis dit dans le cumul, je fais, non, pas bonne logique. Au contraire, si je perds ma mère, autant que j'honore au maximum l'héritage spirituel qu'elle m'a laissé, tu vois. Donc, à partir de là, déjà, la foi a pris beaucoup d'importance dans ma vie. Déjà, ça a fait un gros switch. Et je me suis dit, en fait, c'était pour être aligné. En vrai, merci d'avoir de la considération, de l'admiration pour ça. Mais en vrai, pour moi, c'était pas un truc où je me suis poussé vers l'avant. C'était juste le truc naturel, tu vois. Donc, je pense pas que ça soit... C'est la religion qui t'a aidé à faire ça? Mes convictions. Religion, peu importe, tu vois. Mais mes convictions, ouais, je pense. Je voulais re-signer un nouveau moi. J'aimais pas la personne que j'étais. Je me suis dit, tiens, bah, c'est nickel, ce sera le nouveau départ. Voilà. Donc en fait, c'était que du bon, quoi. Donc tu te dis, je repars de zéro, j'arrête de gagner de l'argent uniquement en enseignant comment gagner de l'argent. Du coup, tu as fait quoi alors? Et en combien de temps tu es retombé sur tes pattes? En plus, tu as dit que tu étais surendetté, donc ça aide pas non plus, ça. Ouais. Pour avoir des prêts bancaires et tout ça, c'est bah, compliqué. surtout qu'à cette époque, j'avais 30 000 € de charges mensuelles déjà. J'avais un train de vie qui était excessivement cher. Tu étais toujours dans ta villa de... Oui, bah, rien que la villa me coûtait 6 000 par mois déjà, la villa. Bam, ouais. Le leasing des voitures de sport, t'es à un minimum 2K par mois. Les voitures, ouais. La vie coûtait très cher, surtout mon train de vie. Enfin, je t'ai parlé des détails, mais bon, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi financièrement. J'ai pas été très intelligent financièrement. Et donc, j'avais cumulé les charges. Et je sais que j'étais arrivé à un seuil de 30K de charges. C'est incroyable, c'est personnel, hein. On parle pas de la boîte, là. Ouais. Ah oui, c'est vraiment très élevé. Ouais. Et mis à part que c'est plus ou moins les revenus que je gagnais mensuellement. Donc en fait. Ah oui, donc tu gardes rien pour. T'investissais pas, quoi. Ouais, non, j'étais très bête. C'était très bête. Ouais. Donc tu te retrouves dans cette situation difficile. Tu viens de te faire arnaquer, on t'a piqué ta thune et en plus à des charges élevées. Comment tu fais pour rebondir? Bah t'as pas le choix en fait. Tu sais, c'est quand en fait t'as pas de plan B, c'est soit je réussis, soit je meurs. Donc en gros, soit je réussis, soit je réussis. Bah tu réussis. Voilà, t'as pas le choix en fait. Donc à partir de là, c'est un gros nettoyage interne. T'apprends à pardonner aux autres, t'apprends à te pardonner et t'avances. T'es plus dans je dois travailler dur, t'es dans je dois travailler très intelligemment. Tu recherches plus la productivité, tu veux juste trouver l'efficience. Et tu essaies de régler ton lien avec l'argent. Et c'est marrant parce que justement, tout ce que j'ai perdu, je l'ai récupéré en moins de 2 mois du coup, avec des coachings, consulting et la création d'un SaaS et la vente de sociétés. J'ai vendu des sociétés d'autres gens et moi je prends des grosses commissions. Donc ça s'est refait, la trésorerie s'est refait très très vite. Tu cherchais des acheteurs pour des vendeurs ou l'inverse? Ouais, oui, c'est très simple. Je regardais en fait qui vendait des boîtes et je me suis dit, ok, je vais retrouver de suite un vendeur. Un acheteur, pardon. D'accord. Voilà. Et je vais me prendre une grosse commission. Et en fait, j'ai compris un truc, c'est que prendre une commission, c'était moins rentable que si j'achetais moi et que je leur vendais plus cher. Ah, intéressant. Et donc... T'es devenu broker de société alors. Ouais, en gros, ouais. Mais sans même... en fait, j'étais tellement dans l'urgence que je me suis dit, ok, est-ce qu'il vaut mieux que je touche 15% en apport d'affaires ou que j'achète le truc avec l'argent de la vente, tu vois, enfin c'est... Et comment tu fais pour acheter une boîte quand tu es surendetté et qu'on vient de te piquer ta thune, du coup? Tu trouves un moyen. Ouais. En fait, les comment, on s'en fout, il y en a une myriade, tu vois, il y en a une infinité.
C'est juste, je t'assure que quand t'es dans ce moment-là, mec, des comment t'en trouves une infinité. Voilà. Donc, ensuite, chacun fera sa tambouille, tu vois. Donc, par exemple, ça. t'as demandé une avance, t'as trouvé l'acheteur en avance, tu lui as demandé une avance. Ça dépend parce que j'en ai vendu plusieurs, donc, et chacun D'accord. c'était d'une façon différente. Et là, mon pauvre, si on commence à parler de ça, on va se, on va se faire pied parce que là, c'était vraiment complexe. D'accord. C'était très très complexe là. Mais en gros, ce qui est super intéressant, c'est que quand j'ai recréé cet argent, aussi rapidement, en fin de compte, je me suis dit, ok, en fait, je sais faire de l'argent. Putain, mais déjà, c'était très rassurant, mais surtout, bah, j'ai pas pris plaisir à le faire. Non. Et surtout, Hmm. est-ce que c'est vraiment ce que je veux dans ma vie? Hmm. Et j'ai commencé à réfléchir autrement. Et c'est là où j'ai compris que, ok, en fait, ma seule richesse à partir de maintenant, ce sera mon bonheur. C'est tout. Que je gagne 100 € par mois ou que je gagne plus de 100 000 € par mois, peu importe. Ma seule richesse, c'est mon bonheur. Et j'ai fait un pacte avec moi-même. C'est quand même plus facile d'être heureux quand t'es à 100 000 par mois que 100, non? Je pense que c'est plus facile de le comprendre. Mhm. De comprendre le bonheur. Mais je suis pas trop d'accord avec le fait, ensuite ça reste ma perception, mais je suis pas trop d'accord avec le fait que c'est plus simple d'être heureux avec 100 000 que 100 €. Bah, disons que 100 € par mois, là, tu galères quand même beaucoup. T'es en bas de la pyramide de Maslow et que tu galères pour manger, boire. Franchement, je connais un gars, il a zéro argent. Je crois que c'est l'homme qui m'émerveille le plus de par son bonheur. Son effervescence m'émerveille. Ok. Il me sublime. Ouais. D'ailleurs, Mathieu, si tu m'écoutes, c'est toi que je cible. Ouais. Et donc, Mathieu, c'est un mec qui vit un peu partout. Et... Ouais, c'est. Bon. Il a mis sa vie en vue de la spiritualité, vraiment. Enfin, et je t'assure qu'il ne gagne pas beaucoup, vraiment. Vraiment en dessous de la plupart des gens. Enfin, il gagnait parce que du coup, j'ai appris à être entier. Donc maintenant, il est entier, mais. D'accord, mais donc, enfin, tu vois, ça rejoint quand même ce que je dis, c'est qu'au final. Il était très heureux avant. Oui, mais si Il n'y avait aucun souci. D'accord, mais ça gâche rien non plus. Si tu peux choisir d'être heureux. Ah, attention, l'argent ne rend pas malheureux. Hein. Voilà, si tu peux être heureux en gagnant 10 000, c'est mieux que d'être heureux en gagnant 100. Tu vois, toutes choses égales par ailleurs. Je sais pas si c'est mieux. Est-ce qu'il vaut pas mieux être riche et heureux que pauvre et heureux? Ça dépend de la perception de chacun. Ok, Je suis personne pour pouvoir juger de ça. Tu vois. ok. Moi, je préfère être riche et heureux que pauvre et heureux, personnellement, parce que ça donne quand même plus d'options, tu vois. Et moi qui aime beaucoup la liberté, et pour moi, c'est fondamental pour moi, la... je suis d'accord avec toi. Oui, non, mais je sais, mais... Franchement, tu vois, je pense quand même que c'est mieux d'avoir de l'argent, dans tous les cas. Ouais. Mais je pense que tu peux être foncièrement 100% épanoui et heureux sans en avoir. Vraiment. Et je connais beaucoup de gens qui sont beaucoup plus fortunés que toi et moi réunis et qui sont dans un malheur. Ah, mais ça, constant, c'est évident. c'est- Mais c'est pas automatique, quoi. Il suffit pas il y avait Balavoine qui disait il suffit pas d'être pauvre pour être honnête, mais il suffit pas d'être pauvre pour être heureux, il suffit pas d'être riche pour être heureux. Finalement, c'est une compétence à part. Ouais, en fait, tisser un lien de cause à effet avec ça, je pense pas que ce soit juste, selon Bah, ma vision. Disons juste que voilà, pour moi, quand tu es vraiment très pauvre, c'est compliqué parce que tu dois toujours te battre pour les besoins matériels de base, à part si tu es dans un système, genre si tu es moine, c'est autre chose parce que tu as déjà toute l'infrastructure. Ouais, je peux me permettre de te partager ce que je pense? Ouais, vas-y. Je pense que la pauvreté, en fait, ce qui est horrible avec la pauvreté, c'est que ça t'empêche, enfin, en tout cas, c'est très difficile de t'éduquer. Mhm. Pourquoi les gens sont malheureux? C'est parce qu'ils s'éduquent pas au bonheur. Mhm. Non, c'est vrai. C'est tout. Et l'éducation, généralement, elle passe par les finances parce qu'en fait, il faut que tu achètes l'éducation. Nous, on a la chance d'avoir une éducation qui est gratuite, financée par nos impôts, etc., mais qui est quand même gratuite. On va dire ça comme ça. Et après, on n'enseigne pas le bonheur à l'école. Mais voilà. Mais par contre, en contrepartie de ça, selon ma perception, encore une fois, et j'insiste, je suis pas du tout omniscient, qu'on soit bien d'accord, mais moi, je trouve pas cette éducation avantageuse. Je dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise, juste pas avantageuse, en fonction, moi, de mes principes de vie. Je sais que j'ai des enfants, j'ai pas spécialement envie, tu vois, qu'ils aient cette éducation. Mais clairement, l'argent te permet d'acheter les informations. Et les en bons fait, c'est coachs, surtout les bons ça. profs, et ça, c'est... Exactement. Mais ne serait-ce qu'avec des livres, comme on dit, à âme vaillant, rien d'impossible. Mathieu a été très vaillant, et le peu d'argent qu'il a gagné, il l'a mis dans des livres liés à la spiritualité. Et crois-moi qu'il est putain d'heureux. Voilà. Donc tu reviens, tu te mets à vendre ces business, tu te rends compte que tu gagnes plein d'argent, mais que finalement, c'est pas ça qui te branche le plus. Tu te dis, du coup, c'était quoi pour toi la prochaine étape? Comment je peux faire pour ne plus jamais avoir à travailler? Ok. Voilà. C'était vraiment le truc, c'est ok, j'aime pas ça. Donc, tu te disais, ok, il faut. Est-ce que tu t'es dit à un moment, il me faut de la fuck you money, tu sais, c'est le truc où on se dit, j'ai tellement d'argent que je peux dire fuck you à tout ce qui me plaît pas. Ou c'était pas un critère pour toi, tu voulais juste avoir le minimum de quoi vivre. Est-ce que tu t'es dit à un moment, je peux retourner à mon objectif de 1 500 € en automatique tous les mois, ou c'était quand même devenu trop? Tu vois, non, mais c'est intéressant. T'as quand même ton standard. Si je suis honnête avec moi-même. Ouais.
1005, C'est pas assez. Bah, on est d'accord. Je veux dire, là, avec mes standards. Ouais, mais mec, regarde où j'habite. T'habites sur la Côte d'Azur. Ouais, en plus, un emplacement assez particulier. J'ai un train de vie, etc. Je dois me déplacer tout le temps. J'ai tellement de rendez-vous, etc. Bien évidemment, ma vie par mois, elle est à plus de 10 000 euros, ça c'est déjà sûr. Plus de 10 000 par mois. Non, mais on est d'accord. Donc tu t'es dit. Ne serait-ce qu'en coût, en fait, j'entends. Oui. Tu vois. Donc tu t'es dit, ok, il faut que j'ai une source de revenus qui me rapporte plus que 10 000 par mois et je suis tranquille et je vais chercher, enfin, je vais arrêter de travailler. Ouais. Et c'est ce que tu as fait alors? Oui, ça a mis du temps. Parce qu'au début, je l'enseignais, vu que j'enseignais la théorie, j'étais persuadé que dans la pratique, je savais le faire, mais putain, non. La théorie n'est pas pratique. Et savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Très clairement, je l'ai appris à mes dépens, mais ça a mis beaucoup de temps sur ma perception, mais pas tant que ça en fin de compte, parce que ça a mis 4 mois pour que j'ai eu ma première réelle grosse rente. Grosse rente, c'est-à-dire plus de 10 000 euros, donc, vraiment certifié. Donc ça venait quoi, d'un business dans lequel tu as investi Un service en ligne que j'avais créé, un logiciel. Ah oui, un ASS. Un logiciel. Tu veux partager lequel c'est? Non. Non, ok. Je préfère pas, non, juste parce que tu le sais, on a déjà parlé en off, mais et puis moi je l'ai revendu. Ouais. Et vu que c'est un truc sur lequel je touche des royalties, ok, tu peux pas. Il y a un NDA, etc. Donc dans tous les cas, je peux pas. D'accord. Je me tiens une balle dans le pied si je donc, fais ça. Donc tu as créé ça, qui ça te donnait un revenu récurrent, et derrière tu l'as vendu et tu as négocié des royalties. Donc, ouais, alors j'ai bossé pendant 4 mois, ce qui peut. En fait, je me rends compte que quand je vais dire j'ai bossé pendant 4 mois, je vais en faire, c'est tout, tu vois. Mais quand tu es entrepreneur et que tu es la tête pensante d'un business et que tu as juste l'habitude de tout déléguer, travailler toi-même pendant 4 mois, nuit et jour, et tu dors que 3 heures par nuit et tu es dans le stress de même pas savoir si tu vas faire du résultat, en vrai, c'est très énergivore et ça te travaille vachement. Je suis loin de moi l'idée attention, de me plaindre, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment senti travailler. C'est assez curieux. Pendant 4 mois, je me suis vraiment tué là-dessus. Et dès que je l'ai lancé, c'est ce qu'on appelle une pépite d'or. Vraiment. Le truc dès le début. Incroyable. Incroyable. Quand tu as un truc aussi rentable aussi rapidement et qui est en mode ce qu'on appelle une muse sur Internet, donc une rente. Alors une muse, c'est pour un business 100% automatique de A à Z. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, tu n'as plus à faire et ça te rapporte de l'argent. Et tu n'as plus rien à faire. Donc c'est un terme qui a été notamment popularisé par Tim Ferriss dans son livre La semaine de 4 heures, que j'imagine tu as lu. Non? Pas du tout, mais très certainement. Tu l'as pas lu? Tiens, c'est intéressant. Non, parce que là oui, tu as un excellent exemple de la philosophie du livre. Ok. Ouais. Alors, je sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais en tout cas, moi j'ai découvert ce terme dans son livre, qui est sorti en 2007. Quelque chose comme ça. Ouais, donc là, tu t'es devenu finalement spécialiste en création de muses. Ouais, c'est un manque d'humilité de dire que je suis spécialiste. J'ai réussi à en faire plus d'une. Donc des business entièrement automatisés. Et maintenant, je me sens en capacité d'en faire et les multiplier, effectivement, à hauteur de revenus, à hauteur de ma petite échelle. Tu vois, je suis pas Bill Gates. Ouais, je sais faire des chiffres intéressants. Oui, je suis monté jusqu'à une certaine échelle super intéressante quand tu es seul. Des chiffres que je pense peu de gens peuvent prétendre en étant seul, surtout en automatique. Mais encore une fois, je suis pas... je suis rien, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc tu crées ce SAS. Comme on ne sait pas ce que c'est, est-ce que tu peux peut-être partager les chiffres que tu as atteints en chiffre d'affaires mensuel? Tu étais à combien? Dès le premier mois, ça fait plus de 20 000. Plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires. De recettes, donc de bénéfices. Voilà. Ouais, c'est énorme. Si je te dis pas de bêtises, ouais, ouvert à 19 000, un truc comme ça, 20 000. En automatique, et surtout c'était de l'abonnement. Donc récurrent. Ensuite, ça a l'effet cumulatif. Donc ouais. Voilà, problème réglé, du coup. Ouais. Mais en fait, je fais celui-là, j'en fais un autre aussi, où pareil, avec 2-3 000 euros d'investissement, ça me fait 7 000 euros par mois. Et tu vois, j'en cumule, j'en cumule 4, mais on va dire qu'il y en a 3 qui fait rendre des chiffres sympas. L'autre, c'est, voilà. Je capitalisais plus sur la valeur que sur le cash flow qu'il allait m'apporter. C'est celui que j'ai mieux revendu à terme. Mais ouais, voilà, bon, ça a été l'acheminement, j'ai fait tout ça. Et puis ensuite, j'ai eu une proposition de rachat. Et puis... Tu as dit oui et tu as négocié des royalties. Ouais, ça, c'était cool. Parce que là, tant que cette boîte existe, à vie, tu touches de l'argent sans rien faire, on est d'accord? Dans la théorie, oui. Et dans la théorie également, si ce business vient à se vendre, j'ai aussi un certain pourcentage que je vais taire de la valorisation de cette société. Ah oui, tu as vraiment bien négocié ton truc là. Ouais, mais c'était vraiment une pépite. J'avais aucun intérêt à le vendre. Sauf si vraiment proposait quelque chose de très très intéressant. Et en termes de... en général, ce genre de business, on le vend à 5-6 fois la valorisation. En fait, là, il n'y avait pas assez d'antécédents. En vrai, chiffre d'affaires, l'EBITDA.
de ce que j'ai compris, maintenant que j'ai pu vendre vraiment pas mal de sociétés, enfin de sociétés, c'est pas de sociétés que j'ai vendues, c'est des business. Ça déjà c'est différent. Totalement Quelle différence tu fais entre les deux? Ah, une Il société. n'y a pas la structure derrière. Bah non, mais une société déjà, t'attends au moins 3 ans, il faut qu'il y ait un bilan, etc. Parce qu'une société, tu peux la reprendre par exemple pour le potentiel de levée que tu vas pouvoir faire avec, typiquement, tu vois. Un business, bah non, t'as pas de ça. Tu vois. T'achètes le business model, quoi. Voilà, enfin bon. Les outils, bon. On va pas se perpiller. Mais en gros, là, c'est des business que j'ai vendus et pas des sociétés. J'insiste sur les termes. Il faut que je sois précis, quoi. Mais à force d'avoir vendu des business, et maintenant j'en ai vendu pas mal, que ce soit les miens ou ceux des autres, s'il y a bien une règle que j'ai compris dans la vente de business, et c'est pour ça que je sais maintenant qui me raconte du blabla, etc. Et pour moi, seuls les faits comptent. Et là, dans les faits, je sais que j'en ai vendu vraiment beaucoup, beaucoup. La seule règle qu'il existe dans la vente de business, c'est qu'il n'y a pas de règle. D'accord. Tu vois, tous ceux qui disent, ouais, d'habitude c'est comme ça, c'est... T'as des guidelines, quoi. Puis après, évidemment, c'est une transaction. Franchement, il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul business que j'ai vendu de la même manière, avec un même contrat, avec les mêmes... Non, vraiment, il n'y a pas de règle. Vraiment, vraiment, vraiment. Celui qui me dit, non, c'est comme ça, je fais... T'as pas d'expérience. Là, maintenant, je sais flairer... je sais flairer les mythos là-dessus. Vraiment. Ah ouais, je peux te le dire. Vraiment, vraiment. Mais ça, là-dessus, il n'y a pas de règle. Vraiment. Alors, il y a deux choses qui m'interpellent dans ce que tu dis. Déjà, tu as dit tout à l'heure que tu voulais justement, une fois que le mec t'a arnaqué, que tu voulais plus juste gagner de l'argent en enseignant. Mais en même temps, juste après, tu as dit, oui, mais j'enseignais la théorie d'avoir des revenus passifs, mais je ne le pratiquais pas. Et c'était après donc cet incident. C'était avant. Ah, c'était avant. Ouais, je vendais les formations. D'accord. C'est pour ça que je me suis dit, non, j'ai plus jamais affaire à ça. D'accord. En fait. C'est hors de question. Si un jour je vends une expertise, un savoir, c'est que là, j'ai des faits qui stipulent, qui sont irréfutables. Et je pense que c'est une bonne base éthique sur laquelle être, effectivement, même si dans notre milieu, c'est pas toujours le cas. En tout cas, bon, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui était du côté obscur de la force et qui est revenu du côté de la lumière. Voilà, exactement. C'est cool. Et puis, je suppose que tu te sens mieux aussi. Oui. Oui. Oh oui. Je peux que te dire ça, ouais, franchement. Vraiment. Bon, donc, tu arrives à vendre ce super business avec des super conditions, tu as des royalties, tu as un bon pécule. Du coup, est-ce que tu te dis, ça y est, je suis enfin libre, ou tu te dis, je vais encore monter des business J'ai une longue période de perte de sens. Très longue période. Ouais, qui dure plus d'un an. Tu t'es dit, c'est quel... En fait, tu vis confortablement parce que tu as vendu tes business, donc tu as une trésorerie, déjà. Tu as du cash flow. En plus, quand tu t'es renseigné sur comment faire fructifier de l'argent, bah, il se fructifie. Voilà. Non pas de partie business, mais de partie d'investissement. Tu dépenses bien, ce serait un bien grand mot, mais mieux en tout cas qu'auparavant. Okay, de ma propre estime, ensuite, ça se trouve, je suis rincé, tu vois. Mais donc, t'as ta trésorerie sur laquelle tu dis, oh putain, je peux quand même reposer pendant un petit moment, tu vois, tu vois le vent arriver, quoi. En plus de ça, ton argent, il se fructifie. En plus de ça, j'avais encore des muses. Donc rappelez-vous, des business 100% automatisés qui rapportaient quelques milliers d'euros chacun, mais mis bout à bout à chaque fois, bah, ça fait quand même une somme. Ah, c'est clair. Donc tu te sens ultra tranquille. C'était fini avec les voitures de sport, les villas, etc. Donc en plus, j'ai dépensé tout au plus 3-4 000 euros par mois. Puisque tu as aussi arrêté ton business finalement de vente de formation où tu étais l'homme du business, donc tu n'avais plus besoin de... Ouais, tout arrêté, ouais. Donc voilà, mais bah ouais, là... Bah, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire, quoi. T'es là, comme ça, et là, t'es en quête de sens. Et tu réfléchis beaucoup, et tu commences à comprendre des choses, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je pense avoir saisi des choses qui me semblent être vraiment importantes. Mais ça reste que ma vision, tu vois. Mais ça m'a mis du temps pour comprendre ces choses. Et chacun son cursus, chacun son parcours, chacun sa vision. Mais putain que ça fait du bien de passer par là. Vraiment. Ça a mis combien de temps ce purgatoire? Ça a duré... Un peu plus d'un an, je pense. Quand même, hein. Bon, moi, j'ai eu la même chose quand... C'est ce qui m'a poussé à créer mon livre, Tout le monde appelle les choses gratuites. C'était pour moi une manière de faire un truc qui me transcendait. Et c'est clairement un des problèmes d'atteindre tes objectifs, en fait. C'est que tu te demandes, ok, génial, c'est quoi l'état de près? Surtout quand tu as la liberté financière, déjà, et que tu pourrais arrêter de travailler. Parce que finalement, tu es à la fois un peu écrasé par le nombre de choix, et en même temps, tu as déjà accompli ce que tu voulais faire. Et donc, pendant cette année, tu l'as vécu quand même plutôt bien. J'imagine c'est un problème de riche, hein. C'est quand même... Oui, bien sûr. Non, mais oui. En fait, je me rends compte, le but à travers cette vidéo, tu vois, je t'ai dit, c'est moi, tout ce que je veux faire, c'est donner de l'amour aux gens et essayer de les aider. Mais j'espère, sincèrement, et je vous regarde dans le droit, face à la caméra, quoi, mais j'espère vraiment qu'il n'y aura aucun côté hautain. Je vous fais part de mon expérience et de mes perceptions à l'heure actuelle, et c'est propre qu'à moi.
Voilà, et j'espère juste que ça pourra vous aider. Je précise quand même qu'avant de démarrer la vidéo, j'avais demandé à Jean-Luc, est-ce que tu es d'accord pour partager tes chiffres? Et il m'a dit, en fait, j'ai peur que si je donne mes vrais chiffres, les gens ils se déconnectent parce qu'ils pensent qu'ils vont penser que ça va être trop haut par rapport à ce qu'ils font. Donc, tu t'as voulu rester modeste pour pouvoir être connecté, que les gens se connectent davantage à ce que tu partages. Non, mais réaliste, enfin. Non, mais pas non plus. Tu ne veux pas partager tes vrais chiffres parce que tu as peur que ça impressionne trop, quoi. Et tu veux que les gens ils puissent tirer. Non, mais c'est ce que tu m'as dit, c'est vrai. Ça ne fait pas faut pas de fausse modestie entre nous, mon cher ami. Et tu veux que les gens tirent la suite scientifique Moël. Donc voilà, de toute façon, on s'en fout. Bref. On sait que tu es indépendant financièrement, Voilà. tu gagnes très bien ta vie, et voilà. Et le reste, tu vois, ce qui est intéressant, c'est le mindset et comment tu as fait pour arriver à ça et qu'est-ce que les gens peuvent en tirer. Ouais, clairement. Voilà. Donc là, tu partages beaucoup l'amour, merci. ça fait plaisir. ça fait plaisir. Et donc, au bout de ces 1 an de réflexion, c'était quoi la conclusion finalement? En fait, est-ce que je dois gagner plus parce que j'avais suffisamment pour moi, mais pas suffisamment pour changer le monde, impacter le monde? Est-ce que j'ai à changer le monde parce que je crois pas que créer une nouvelle technologie, etc., même amener plus de confort dans la vie, va vraiment amener plus de bonheur dans le monde? La quête du progrès, c'est pas la quête du bonheur. D'accord. Donc en fait, j'avais beaucoup de réflexions, donc du coup, non, j'ai pas envie de recréer de l'argent, mais du coup, qu'est-ce que je vais faire? Voyager, ok, mais pourquoi? En fait, c'est pas vraiment ce que j'ai envie, mais ce que les gens me conseillent, enfin... Tu t'essaies à plein de choses et puis bon, t'expérimentes ce que t'as pas envie forcément d'expérimenter, mais juste pour certifier le fait que c'est pas ce que t'as envie d'expérimenter, et t'es dans... C'était tout un schéma, et en fin de compte, vraiment tu te poses à un moment et tu te dis, bon, c'est quoi, qu'est-ce qui a du sens pour moi en fait? Non pas qu'est-ce qui a du sens en fonction des autres, pour les autres, mais juste pour moi, vraiment là, qu'est-ce qui a du sens? Et déjà, juste arriver à cette question, qu'est-ce qui a du sens pour moi? Et trouver une première réponse, ne serait-ce qu'un brouillon, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Donc 1 an. Ouais. Et qu'est-ce que tu as trouvé alors? Pendant 1 an, en fait, j'ai que fait de, si tu veux, comme je disais, pour moi, l'éducation, c'est une valeur incroyable. Et heureusement que j'ai le savoir qu'il faut savoir. Et du coup, ça a été 1 an où, en fait, si tu veux, je préparais mes petits cadeaux internes. J'ai que fait de lire, de me former pour être juste une meilleure personne en tant qu'humain, pas en tant qu'entrepreneur, juste en tant qu'humain. Comment je peux être plus honnête, partager plus d'amour, être plus bienveillant, comment je peux être sûr à chaque fois d'agir avec une certaine unicité, avec de l'harmonie, comment je peux à chaque fois honorer les gens, comment je peux laisser une trace tout le temps juste positive, tu vois. Et donc j'ai lu. Introspection, je lis, j'apprends, introspection, je demande, remise en question, Ça a été ça pendant 1 an. Et c'est comme si je travaillais des petits cadeaux internes pour que le jour où je sens que j'ai préparé ce cadeau, maintenant je suis prêt à distribuer aux gens. Et ça a été vraiment ça. Ça a été ce truc-là. Et en fait, je suis venu à la conclusion que, mon seul but, en fait, maintenant, ce qui a du sens pour moi, c'est juste refléter l'amour. C'est tout. En fait, tout ce que je veux, c'est tous les jours pouvoir laisser une trace encore plus positive que la veille. C'est tout. Et c'est très bien. Merci. Ça suffit, oui. Et comment tu le fais au quotidien? Concrètement, comment tu le vis, Je couche avec une dizaine de femmes par jour. C'est voilà, pour partager l'amour, c'est l'amour, important. tu connais. C'est comme Don Juan, tu vois, qui dit que il peut pas se mettre avec une femme parce qu'il briserait le cœur de toutes celles avec qui il n'a pas été. Peu importe la forme, tant que c'est le fond qui prime, pour moi c'est important. Dans la forme, ça peut être beaucoup de musique, vu que je reste un passionné de chant, de guitare, de piano, batterie, etc. Mais ça peut être beaucoup de questionologie et beaucoup d'écoute active. Tu vas poser de la questiologie, donc tu vas vraiment poser des questions qui vont faire réfléchir les gens, qui vont les challenger un peu, qui vont les aider à cheminer. Ouais, exactement. Donc c'est la maïeutique là, c'est l'art de la question de Socrate pour accoucher les esprits, même si lui utilisait dans un but. On peut dire ça comme ça, ça reste un comment, une forme, tu vois, d'aide. Mais déjà, écouter les gens, c'est impressionnant. L'écoute active, c'est vraiment une qualité qui se perd. L'empathie. Ensuite, donner juste de l'amour, honorer la personne. Si tu vois quelqu'un, même dans la rue, et tu fais excusez-moi, mais juste, je kiffe votre coupe, ça vous va trop bien. Et la fille, elle fait merci, je fais c'est tout. Ouais, mais je vais juste vous le dire parce qu'en vrai, on n'a pas l'occasion de dire aux gens ce qu'on pense. C'est une très bonne. Ouais. Tu vois? Et ça, tu pourras demander à tous les copains, putain, mais je suis vraiment le seul taré qui est dans la rue, va arrêter toutes les nanas et tous les mecs, mais juste pour les complimenter. Et je sais pas si t'as remarqué, mais là, on est aucune d'art. Dès que j'ai eu tout le monde, je fais oh putain, ça te va trop bien, ce etc. J'ai envie d'honorer les gens, j'ai envie de leur dire déjà ce que je pense, tu vois, c'est pas de la fausse promesse, c'est leur dire ouvertement, c'est pratiquer la transparence radicale. Et la transparence radicale, quand tu ne veux refléter que l'amour, c'est trop bien. Parce qu'en fait, ta transparence, elle est certes radicale, donc tu vas dire ce que tu penses, mais tu penses que du bon.
que de l'avantageux, que des choses harmonieuses, tu vois. T'es juste là pour venir dans le collectif, dans l'unicité, dans l'amour. Et ça, c'est ouf, et tu le ressens. Tu le ressens de fou. Et donc là, aujourd'hui, ton but, c'est d'aller dans la musique? J'ai pas d'attente, j'ai pas de but. D'accord. Donc ton but, finalement, aujourd'hui, Ouais. tu ferais plus aucun projet professionnel et tu te contenterais de faire ce que tu dis là, donc de donner l'amour finalement, et de juste coucher avec une dizaine de femmes par jour, pas plus, hein, faut rester raisonnable. Non mais bon, blague à part, je veux dire, ça te suffirait jusqu'à la fin de ta vie, tu penses, ou c'est peut-être juste une période, un cycle? Je ne sais pas ce que je sais pas. Ok. Mais là, ça te suffit. Et À là, l'heure actuelle, je suis trop heureux comme ça. Mais vraiment, là, je suis à un et niveau c'est de vrai. bonheur que je pense que j'ai jamais atteint, quoi. et on ressent vraiment une certaine sérénité, tu vois, de ta part et tout ça. Et la musique, donc peut-être que c'est le moment d'en parler, parce que t'as quand même des... tu me parlais justement de ton projet, de l'histoire un peu incroyable qui t'est arrivée récemment. Ouais, clairement. et tout. Je sais pas si tu as envie de la partager. Tout ce que tu veux. Allez, vas-y. Avec grand plaisir. Bah écoute, on dit souvent que la qualité de la réponse dépend de la qualité de la question. Pose-moi la meilleure question face à ça et j'essaierai de... Challenge, tu vois. Ouais. Bah écoute, non, mais c'est ça, de toute façon, tu en as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux partager de la meilleure manière possible cette histoire qui t'est arrivée, qui a démarré par un petit défi que tu as lancé à ta communauté sur Instagram? Ouais, carrément. Ouais. De base, j'avais comme objectif de rencontrer un maximum de gens qui passent à l'action. Et pour moi, comme je t'ai dit, il n'y a que les faits qui comptent. Donc dans les faits, je sais que les gens qui sont influents dans ce monde, donc toutes les stars, peu importe que ce soit acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses, etc. Enfin bref, vous avez compris. Ça, ce sont des gens qui passent massivement à l'action, quoi. Donc je me suis dit, fréquenter des stars, pour moi, c'est une promesse que dans les faits, dans les actes, ce sont des gens qui se bougent. Du coup, je me suis dit, j'ai fait appel à la communauté, vu que j'avais pas mal de gens qui me suivent, enfin pas mal, d'une petite échelle, mais suffisamment pour demander de l'aide à une communauté, en tout cas. Je fais, les petits loulous, les copains, les copines, s'il vous plaît, aidez-moi. Je pense qu'il n'y a pas plus courageux que savoir prendre une main tendue. Et donc là, pour la première fois, je vais vraiment vous demander de l'aide. S'il vous plaît, tous, si vous connaissez une star, mettez-moi en relation avec. Je suis prêt à payer. Donc je m'étais mis, je t'avais partagé, là ça ne dérange pas de le dire, mais j'avais mis un budget de 15 000 € par star. Payer 15 000 € une star, etc. Et pour ne serait-ce passer un resto avec la personne. Je m'en foutais, je voulais juste m'imprégner de son effervescence, comprendre, etc. Je me suis dit, je suis pas con, si ça se passe bien, il y aura un truc. Et sinon, au pire, tant pis, tu vois, pour le délire, je peux me le permettre, donc c'est cool. Ça sera une aventure que tu pourras raconter jusqu'à la fin de ta vie. Ouais, voilà, c'est un moment, c'est une émotion, c'est important. Et la communauté est super généreuse, il y a quand même 5-6 personnes qui, il y a ta. Et il y a une de ces personnes qui me dit, j'ai une personne, elle est suivie par des centaines de milliers de personnes, future star de la musique, grosse influenceuse, etc. Let's go, vas-y, je te la présente. Je fais, ok, par contre, il faut que tu viennes en banlieue parisienne. Alors moi qui habite sur la Côte d'Azur, Ouais. bon ok, vas-y, j'y vais. On prévoit le truc et tout, et j'y vais. Et la personne qui devait être là, Le vent. Et donc, t'as pris l'avion, hein, J'ai pris l'avion. de Nice à Paris, exprès pour elle. j'arrive. Puis c'est même pas Paris, c'est à 1 heure de Paris. Donc ensuite, je fais 2 heures de bouchon, etc. Et j'arrive dans un endroit paumé. Et la personne n'est pas là. Elle fait faux bout. Alors tu l'avais bien dit que tu venais de Nice. Ah ouais, et là t'es comme ça. D'accord. Ouais, ça fait mal. Mais du coup, c'est pas grave. Musicien dans l'âme, je prends tout le temps ma guitare avec moi. Donc je me dis, c'est pas grave. Si c'est comme ça, c'est parfait. C'est que ça devait se dérouler comme ça. Tant pis, je vais me faire un petit coup de musique. Et puis ce soir, il y a le match du PSG. C'est un match de Ligue des Champions. Je vais regarder. Il y a personne à l'hôtel. Je vais le mettre sur le grand écran. Et puis c'est parti. Donc c'est ce que je fais. Du coup, je mets le match sur le grand écran, etc. Et du coup, la personne qui avait organisé ça, elle au moins était là. C'était pas la star, c'était la personne qui voulait nous mettre en relation. Donc on regarde le match ensemble. Et puis là, il y a 2 personnes qui viennent. On regarde le match ensemble, on sympathise, et Paris gagne, donc on est dans une super joie, bonne énergie. Je leur dis de monter dans ma chambre d'hôtel, on boit un petit coup, personne buvait d'eau, donc c'était à base de badois. Et puis du coup, je fais vas-y, pour mettre l'ambiance, je prends ma guitare et je joue. Et là, je commence à jouer, je chante un truc. Et là, je vois les 2 gars qui font, ils se retournent, ils font, vas-y, continue. Je continue à chanter, ils font, attends. Et là, il m'appelle son associé il arrive, il fait, vas-y, joue. Je joue, il fait, putain, c'est moi, il a fait. Et je sens que tu vois, il voit un petit peu il y a une petite étoile, style, dis donc, ça sent l'argent, ça. Lui, à mon avis, on peut faire de l'argent avec ce truc-là, tu vois. Je crois qu'il a un petit truc. Et moi qui suis le chanteur du dimanche, j'ai aucune prétention là-dessus, tu vois. Le seul talent que j'ai, je pense vraiment dans la musique, c'est qu'est-ce que je prends plaisir à le faire. Putain. Oh, j'adore.
Mais vraiment, c'est mieux que tout, c'est impressionnant. J'ai eu l'occasion de t'entendre jouer de la guitare, c'est vrai qu'il y a un truc, on sent qu'il y a un truc. Non, mais c'est vrai, il y a un truc artistique, c'est pas. C'est gentil, merci. Ouais, il y a cool. quelque chose, ouais. Donc, Merci. et donc, là, qu'est-ce qui se passe alors avec ces 3 personnes? Putain, des trucs de fou. Ils me disent, attends, on va te présenter du monde. Ils me présentent un tel. Ils me font voir des stars. Et là, gros hasard. Et en fait, je comprends que c'est des gars qui gèrent plein d'artistes. Mais des gros artistes. Qui tiennent un label, etc. Enfin, ils ont plein de trucs. Enfin, je comprends pas trop leur rôle, mais je comprends que, waouh, putain, mais en fait, ils connaissent trop de gens dans la musique, qu'est-ce qui se passe? Ils présentent un tel qui a fait des trucs de ouf, un tel qui a produit tant de personnes, etc. Et là, je fais, waouh. Et je vois que toutes les personnes qui me présentent s'intéressent vraiment à moi. Et du coup, ils me présentent des gens, mais en haut de la pyramide. Tu vois, et là, j'en parle à des copains musiciens qui, eux, veulent en faire leur métier. Ils font, mais gars, ils t'ont fait gagner 15 ans, là. Ils sont intouchables, ces gens, en fait, tu te rends pas compte. C'est incroyable quand même que tu les croises par hasard dans un hôtel alors que tu étais en mode. Ah, mais gars, c'est. Je me suis pris un vent alors que j'ai pris l'avion exprès. Et Ouais, c'est fou, hein? incroyable. Ouais. Incroyable. Et attends, même, je t'ai pas dit. Bon, tu peux le garder, il n'y a pas de souci. Là, j'ai pris un Blablacar du coup pour venir parce que les avions étaient complets et les trains aussi, tu vois. Ah, ici à Lyon, tu veux dire? Donc là, pour venir faire l'interview, j'ai pris un Blablacar. Tu me crois si je te dis que le gars du Blablacar, il y avait un seul gars que j'avais pas encore réussi à atteindre en haut de la pyramide, tu vois, qui lui produit tout le monde, Gims, enfin tout le monde, tu vois. Et bah le gars du Blablacar, c'est son meilleur ami. T'es sérieux? Peut-être que l'univers t'envoie des signes. Non, hein. mais on est d'accord. C'est impressionnant. Oh les potes. Mais dinguerie. C'est dinguerie. Et il me fait, bah vas-y, je te le présente déjà, je te mets en contact ce soir. Je fais, non, mais... Tu crois en la loi de l'attraction? J'ai plus d'autre choix là. là, si je lui dis non, il va m'arriver des bricoles. Hein. Là, très clairement, tu vois. Tu croyais avant? Oui. Ok, Ouais. intéressant. Ouais. Intéressant. Et mec, là, je me dis, mais putain, mais je suis béni de Dieu, ou des dieux, j'en sais rien, peu importe les croyances, mais tu vois, je fais, waouh, c'est ouf. Et donc, et du coup, je chante devant eux et tout. Et moi qui prends vraiment pour le chanteur du dimanche, j'ai toujours fait ça dans mon coin, etc. Il n'y a jamais personne vraiment qui m'a complimenté. Enfin, je sais jamais à la base de waouh, tu vois. Je fais ça de façon juste. C'était un truc pour moi, c'était mon petit moment Nutella, quoi. C'est mon moment kiff. Et parfois, il y a des gens qui me disent, mais gars, il y a un truc. Et surtout, je joue devant un peu les intouchables, tu vois, les grands noms. Et je vois que les gars, ils font, il y a un truc. Et là, il y a un truc. Je fais, vous êtes sûr? Moi? Vous êtes sérieux, tu vois? Et vraiment des grands noms, tu vois. Je sais pas si j'ai le droit de les citer, mais des gens qui sont jury dans des émissions, etc. Tu vois, donc, Ah, dans des émissions genre. oui, genre, voilà. Le truc de star, quoi. Voilà. D'accord. Je pense qu'on a très bien compris la ref. Mais je sais pas si j'ai le droit de les citer, donc bon, au cas où. Puis, voilà, c'est le tout début de ton aventure. Exactement, ça se trouve, ça c'est s'arrêtera là, et puis il y aura rien, et puis personne ne connaîtra le reste, Voilà. et puis il y aura rien, et je m'en fous en vrai. Rien que pour l'anecdote, c'est déjà Ouais, incroyable. déjà quoi. rien que ça, c'est incroyable, et là, Ouais. ils se préparent des petits trucs, ça se trouve, ça fera rien, et tant pis. Et j'aurais kiffé, tu vois, je m'en fous, en fait, je vis sans attente. S'il y a rien, bah, c'est pas grave, je suis trop content déjà d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, quoi. Tu vois, c'est juste ouf. Et puis si ça continue, bah ça continue. Mais du coup, ça m'a donné envie, tu vois, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais faire de la musique, et puis au pire, je fais, allez, tu sais quoi, je prends 100 000, 150 000, je les mets, je m'autoproduis, tu vois. J'apprendrai, et puis au pire, en fait, c'est énorme de pouvoir dire ça, c'est vrai que c'est important. Le luxe de pouvoir souffrir ses émotions. Ça, par contre, je reconnais, si j'ai pas l'argent, si j'ai pas la clairvoyance face à l'argent, si j'ai pas la trésorerie de côté, et si je souffrais, même si j'avais cet argent, si j'avais pas à en refaire, ou si je souffre de le faire, de le dépenser, ouais, ce serait gars, c'est vrai que ça empêcherait de vivre certaines émotions. Mais là, tu vois, c'est juste ok, tu vois, je prends 100, 150 000, je m'autoproduis pour le kiff, et si ça donne rien, j'ai des émotions. Parce que donc, eux, ils vont mettre un petit budget pour te promouvoir, et toi, voilà. Même pas sûr, je sais pas. C'est pas sûr, ok. En tout cas, on va si clarifier je les signe rôles. avec toi. J'attends les contrats. Voilà. Voilà. Mais toi, de toutes les manières, tu es prêt donc à mettre 100, 150 000 pour te produire toi-même, juste pour le kiff de l'aventure, Ouais. et c'est pas grave si. C'est une démarche artistique, quoi. Ouais. C'est pas grave s'il n'y a pas des ROI. Ouais. Si je trouve que je suis nul, je suis totalement rassé, le marché va juste se foutre de ma gueule. Tu auras peut-être le plus grand nombre de dislikes ever sur YouTube. Vas-y, bah c'est ok, je crois que c'est juste ce sera une Steven Miller qui a le Peut-être, tu une vois. de ses chansons. Mais c'est après, il a pas bien grave, tu réussi, vois. donc bon. Ouais, au Ouais. pire, ce sera challengeant. Enfin, juste, tu vois, bah au contraire, je pourrais vérifier si je suis bien avec moi-même, tu vois. Non, Et c'est intéressant parce que c'est ce que je dis aussi souvent aux entrepreneurs qui sont dans le truc que tu as vécu, que j'ai vécu aussi, c'est que voilà, ils ont atteint tous leurs objectifs, ils savent plus quoi faire. Et je leur dis peut-être que la clé pour toi, c'est une démarche artistique, parce que on a aussi les qualités, les défauts de nos qualités, c'est que nous, les entrepreneurs, comme on réfléchit toujours en termes d'effet de levier, d'efficience et de ROI, bah, au bout d'un moment, ça nous emprisonne aussi. Et une des manières de s'épanouir, c'est de se dire, ok, maintenant, tout ça là, tout ce que j'ai fait, ça m'a permis d'arriver à un niveau où justement je peux lâcher un peu prise
sur l'efficience, sur le ROI, et faire une démarche qui est plus artistique. Et c'est pas grave s'il n'y a pas de retour, en fait. C'est un truc que je vais faire pour kiffer. Ouais, c'est ça. Ouais, vie sans attente. En fait, quand tu fais du business, tu as des attentes. Bah oui. Tu vois, là maintenant, je connais la réalité du marché avec les artistes parce que j'ai eu l'honneur de côtoyer et de faire copain vraiment avec des gros noms maintenant de la musique. Donc, je sais combien ils gagnent, tu vois. Et wow. Ouais. Moi qui pensais faire beaucoup d'argent, mec, lol. Ah ouais, bah c'est en leur fait, budget café du mois, c'est ça ce que tu fais lol. Mes rentes à l'heure actuelle, c'est les rentes de un seul de leur titre limite, quoi. C'est impressionnant. Pour certains, c'est vraiment ça. Par titre, ils peuvent s'acheter une maison tous les trimestres, quoi. Ouais, c'est incroyable. Tu vois, mais j'ai pas. En fait, c'est vraiment, je m'en fous, ça prend pas, moi, je m'en rien à foutre, juste. C'est trop cool, quoi, c'est marrant. Ça serait incroyable. Et ça, dans le business, c'est vrai que tu as des attentes. Tu peux pas te dire, ouais, je fais un business, je mets 150 000 et puis, s'il n'y a rien, bon, c'est des émotions. En vrai, tu peux totalement le faire. Mais c'est rare. Bah, ouais. Parce que quand tu as du fuck you money, tu peux, mais dans ce cas, voilà. Mais en général, quand tu démarres un business, c'est que tu as un objectif de réussite. Ouais. Par contre, quand même, que je fasse pas paraître quelqu'un que je ne suis pas, il faut quand même dire la réalité. Pour moi, 150 000 €, c'est quand même de l'argent. C'est quand même de l'argent. Oui. Qu'on soit d'accord, tu vois. Qu'on n'aille pas croire que test, il voit le gars. C'est un pourcentage non négligeable de ton capital. Ouais, oui, quand même. Oui. C'est pas la même chose que d'aller acheter une baguette, quoi. Non, ouais, je lâche pas ça comme si je lâchais 2 balles dans un coin de rue. Non, c'est pas un café. Ça reste quand même une partie de ma trésor. Voilà. Mais c'est un budget que tu peux... Finalement, c'est un budget que les gens pourraient mettre dans des vacances de rêve un peu, enfin, je veux dire, en pourcentage de ce qu'ils ont, tu vois. Ouais, plus ou moins. Donc là tu investis ça dans un projet qui te fait kiffer, qui va être un peu des vacances, de cette manière. En fait, on en parlait juste avant, et ça, c'est un truc qui me vient à cœur de l'échanger. Je connais des gens qui ont vraiment 100 fois plus que moi, au niveau finance, et qu'est-ce qu'ils sont malheureux, et qu'est-ce qu'ils ne sont pas sereins. Et s'il y a bien un truc que j'aimerais que les gens puissent retenir de ça, parce que c'est quelque chose auquel je crois, et je vous laisse libre à vous de le croire ou pas, mais l'important, c'est pas l'argent, c'est le lien que vous tissez avec l'argent. Je vous souhaite vraiment d'être clairvoyant face à l'argent. C'est le meilleur truc qu'on puisse avoir. La plupart des gens recherchent l'intelligence financière. Bah, moi, je recommanderais plus la clairvoyance financière. Et ça, personne ne l'apprend. Quelle différence tu fais entre l'intelligence financière et la clairvoyance? Super question. Ouais. L'intelligence financière, c'est savoir faire fructifier son argent. C'est comprendre, en fait, les lois qui régissent l'argent. Tu vois. Mais il faut de l'argent pour ça. Oui. Tu peux pas faire travailler de l'argent si tu n'en as pas. Oui. Le travail de la clairvoyance de l'argent, c'est-à-dire que ad vitam aeternam, sans argent, tu sauras toujours faire de l'argent. Ok, oui. Donc c'est des compétences surtout entrepreneuriales, même si ça peut être d'autres. Totalement. Quand tu es musicien à succès, tu sais que si tu as les compétences pour faire des tubes, voilà. En fait, le jour où tu es sûr et certain que tu as déjà confirmé plusieurs fois que tu sais faire 100 000 € par mois, en un mois, en travaillant seulement 2-3 jours, ce serait beau, n'est-ce pas? Et c'est tout ce que je vous souhaite, objectivement. Quand tu as ce truc en tête, bah, tu vas débourser 100 000 balles, tu t'en fous. Vraiment, tu t'en fous. Même si tu n'as que 100 000, justement, même si c'est toute ta trésor. Après, il y a quand même... Je pense que tu as ça, mais en même temps, tu combines ça avec le fait que maintenant, tu as appris de tes erreurs passées et que tu ne vas pas non plus claquer toute ta thune bêtement, que tu as diversifié tes investissements et tout ça. Parce que ça peut être aussi cette façon de voir les choses, ça peut être un piège dans le sens où tu te dis je m'en fous de la manière dont je dépense ma thune parce que je vais toujours être capable de retomber sur mes pattes. Ce qui parfois n'est pas toujours vrai pour certaines personnes. Il y a des gens qui étaient persuadés qu'ils étaient capables de refaire leur fortune et qui n'ont pas réussi. Mais voilà, je voulais juste mettre ce petit équilibre parce que j'ai l'impression que tu as quand même aussi cette prudence maintenant qui fait que tu peux un peu plus te lâcher par rapport à ça. Quand tu dis je vais mettre 150 000, c'est pas 50% de ton budget. On est en dessous de 50%, ça reste un truc que tu peux te permettre de perdre, quoi. Et tu le fais en connaissant je comprends ce que je veux dire. Ouais, je pense ça a du sens. Je suis pas sûr que j'ai vraiment éveillé mon regard sur ça chez moi, tu vois, donc je peux pas dire si je suis d'accord ou pas. Faudrait que j'y réfléchisse, tu vois. Donc là, je peux pas trop émettre d'opinion, mais ça a du sens en tout cas. Je trouve ça pertinent comme réflexion, clairement. Donc, tu as déjà partagé pas mal de croyances que tu as, mais est-ce que tu pourrais... est-ce que tu as peut-être pas une liste, mais des croyances que tu as et que tu as l'impression que la plupart des gens n'ont pas? Des croyances qui te distinguent de la majorité? Je pense pas que ça va être des croyances liées à l'entrepreneuriat, nécessairement. Non, ça peut être des croyances liées à tout. Hein. Ça va être des visions, je vais appeler ça des visions de vie, tu vois, ma perception de la vie, mais typiquement comparé à l'amour, les relations de couple.
Pour moi, l'amour véritable, déjà, il faudrait définir ce qu'est l'amour. Et pour moi, l'amour, c'est quand le bonheur de l'autre est tien. Tu vois. Ok. Ça, pour moi, c'est l'amour véritable. Tu vois. J'ai une relation extraordinaire avec l'ex-fille avec qui je partageais ma vie, tu vois. Et la dernière fois, je l'ai vue heureuse. Tu l'as eu ou tu l'as toujours? Non, j'ai toujours cette relation. Malgré que c'est ton ex, ok. C'est juste avant d'être là, j'étais chez elle, tu vois. D'accord. Et c'est vraiment, tout est statué, il n'y a pas de, tu vois, tout est ok. Et, mais que ce soit elle ou même une autre, tu vois. Ces gens qui ont partagé ma vie, juste, on sait que on n'est pas aligné sur ce qu'on veut vivre, etc. Donc, on fait chacun son chemin, mais je l'ai vu avoir un bonheur très intense, et pas avec moi en plus, tu vois. Et pas à cause de moi, quoi que ce soit. Mais je l'ai vu avoir ce bonheur, j'ai pu vivre et être présent au moment où elle a vécu ce bonheur. J'en étais pas la cause, et bah crois-moi que j'étais tellement heureux de la voir, elle, heureuse, même si c'est pas moi la cause de ça, j'en ai pleuré. J'en ai vraiment chialé. Malgré que c'est ton ex. Et ouais. Mais parce que je l'aime vraiment, en fait, je m'en fous qu'elle soit avec moi ou pas, tu vois. Si elle est heureuse, si son bonheur passe à travers quelqu'un d'autre. Mais putain, mais je t'aime tellement, bien sûr. Ça peut que me rendre heureux, en fait. J'arrive pas à discerner l'inverse. Ça me paraît pas logique. Et ça, je sais que j'ai très peu de gens, je crois que j'ai qu'une seule personne qui a la même compréhension de l'amour que moi sur ça, qui est Sam, du coup. Ouais. Voilà. Mais qui, lui, est dans un système... Qui est ton ami commun, donc. Voilà. Mais lui, c'est un système de polyamour, tu vois. Il le revendique, donc je sais que je peux en parler. Moi qui suis monogame, bah pareil, tu vois, ma monogamie, je le fais pas pour l'autre, je le fais pour moi. C'est-à-dire que dans le principe, si l'autre n'est pas monogame... Toi, ça t'embête? Non, je m'en fous. Ah, c'est ton Je le fais pour moi, la monogamie. D'accord. Toi, t'es vraiment monogame, t'es pas... Non, je suis monogame et je pense pas me mettre avec quelqu'un qui n'est pas monogame de base, parce que je pense qu'on aurait trop de différences sur pas mal de trucs. Mais si on est ok, même sur les mêmes valeurs profondes, si ça se trouve, j'arriverais à être moi monogame, parce que c'est ce que moi je souhaite expérimenter dans ma vie, la monogamie, à l'heure où je te parle en tout cas, et c'est ce qui m'a toujours paru comme une évidence. Mais si ça se trouve, je serais en monogamie avec quelqu'un qui est là, pratique le polyamour, j'en sais rien. Et tu vois, je sais que ça peut paraître inconcevable pour les gens, mais parce que moi, ma vision de l'amour, c'est, je m'en fous. Moi, je t'aime parce que tu es qui tu es, et je t'aime parce que ton bonheur va venir augmenter la jauge, tu vois, c'est comme s'il y a une limite de scalabilité, si on parle business. Il y a une limite, tu vois, mon bonheur, il est là, et je me sens trop heureux en tant que personne. Et ben, je sens qu'avec les gens que j'aime, quand je vois leur bonheur, putain, j'arrive à aller au-delà de ma propre limite de bonheur, tu vois. Les voir heureux, c'est... C'est ça la croyance qui est un peu différente, c'est de te dire, je vais pouvoir scaler mon bonheur en étant heureux pour les autres. Ouais. Et je m'en fous que le bonheur passe pas par moi, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que ce serait égoïste de penser ça? Tu vois, moi, dans ma tête, je me dis, mais quelle sombre personne je serais, tu vois. C'est pas beau, tu vois, ça agit pas dans l'unicité, dans le collectif, au contraire, ça serait à l'encontre de mes valeurs profondes, tu vois. Là, dans les faits, tu vois, je serais pas ce que j'aimerais être. Donc ça, typiquement, rien à foutre que la fille que j'aime soit avec moi ou pas. Si je l'aime vraiment, je veux juste son bonheur. C'est ça qui me nourrit. Donc, tu vois, ça, c'est un truc que les gens ont du mal à percevoir. Waouh. Autre chose? T'as d'autres croyances comme ça qui sont un peu différentes ou très différentes? Que rien n'est impossible. Quand je vois tout ce qui m'arrive, franchement, je reconnais quelqu'un, pas très chanceux, mais qui a éveillé son regard de la chance. Ah, c'est très intéressant. Alors, explique-nous comment. Tu penses que tu es devenu un peu plus compétent dans le fait d'être chanceux? J'en suis certain, mais j'ai ma certitude là-dessus. Tu penses que la chance est une compétence? Oui. J'en suis persuadé aussi, mais justement, c'est intéressant. Okay. Ouais. Je pense vraiment que j'ai éveillé... tu vois, tout le monde me dit à chaque fois, et encore là, je t'ai juste dit ça pour la loi d'attraction, mais tous mes potes me disent à chaque fois, mais mec, comment tu fais pour attirer tout le monde, tout le temps, toutes ces... Enfin, vraiment, à chaque fois, c'est fou. Mais même les scotteries aussi, la musique, c'est incroyable quand même. Ouais, totalement, tu vois. Ouais. Alors, comment on développe sa compétence de chance? Eh ben, tu vois, à chaque fois, ils font, mais c'est fou, mais comment tu fais? Mais toi, t'es béni, etc. Je sais, non. Qui va se challenger lui-même seul, qui fait pour lui, même pas pour faire une vidéo YouTube, quoi que ce soit, qui va se challenger le matin, tous les matins, de 8h jusqu'à 20h, aller aborder toutes les filles, toutes les caissières de ce centre commercial et aller les séduire, les draguer, juste pour comprendre comment fonctionne l'humain. Juste pour mieux discerner l'humain. C'est ce que tu as fait? Ouais. Okay. C'est ce que je fais tout le temps. Qui, à chaque fois dans la rue, va interrompre les gens? Une personne qui court, ah, excusez-moi, etc. Qui va aller devant un groupe de 10 filles et essayer d'honorer les 10 filles et de faire en sorte que les 10 filles m'apprécient suffisamment pour me donner chacune leur numéro? Qui va aller se confronter à une fille qui est avec ses parents? Et mon but, c'est de faire en sorte que la fille puisse lui plaire et qu'on échange les contacts avec ses parents. Qui va aller se confronter à tout ça?
Donc là, c'est surtout dans la séduction de rue que tu as appris à... Je pense pas être un grand séducteur parce que je cherche non pas à séduire dans le sens où je cherche pas à avoir, comment dire, quelque chose de physique, charnel, quoi que ce soit. Je cherche à aimer et à être aimé. Donc à faire comprendre que je veux juste partager de l'amour. Je veux juste honorer la personne et je cherche juste à trouver des personnes cool, tu vois, que je pourrais honorer de par mon amour et vice versa. Mais pas un amour, tu vois, c'est purement pas un platonique. moine chaste non plus. C'est-à-dire, Bah, je veux dire, t'as une copine ou... Bon, j'enchaîne le célibat depuis un petit moment et j'ai ma clairvoyance absolue. J'ai bien mis ma clarté sur avec qui j'aimerais ouais. partager ma vie. Et tant que je trouve pas cette personne, je suis ok à ne rien faire. Puis Ah ouais. moi je m'en fous. Ok, intéressant. C'est ma vision, tu vois. J'en souffre pas du tout. Et au contraire, je suis trop heureux de ça en vrai. Et mais du coup, ouais, non, j'apporte de ouf. Et en fait, ça éveille toutes les. En fait, là, tu vois, les opportunités, ouais, je les attire à moi, clairement. Et donc là, tu penses que ça augmente tes opportunités pour trouver la compagne idéale ou c'est vraiment... Tout. Parce c'est qu'en tout. fait, tout ça, socialement parlant, ça m'amène à avoir des compétences qui deviennent innées. Les deux gars, par exemple, qui sont directeurs de label ou je ne sais qu'est-ce, peu importe. Si j'avais pas eu l'audace déjà d'affronter le regard des autres, donc en fait c'est un gros travail d'annihilation de son ego, ce que je fais en fait. Si j'avais pas eu l'audace à l'hôtel d'aller demander est-ce que je peux prendre le grand écran et brancher mon ordi déjà pour mettre le match, j'aurais pas attiré cette opportunité. Si ensuite j'aurais pas dit aux deux gars au loin mais venez, j'aurais pas attiré cette opportunité. Et si après j'aurais pas dit oh les gars on a passé un moment, allez je vous invite à boire un verre, j'aurais pas créé cette opportunité. Absolument. Et si j'avais eu peur de chanter devant eux, j'aurais pas créé cette opportunité. C'est vrai. Alors qu'on me dise que j'ai de la chance, je vous répondrai juste que vous êtes aveugle. J'ai éveillé mon regard, c'est tout. Et tu as éveillé ta capacité à te connecter aux autres. À travers tout ça par rebond. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que les gens peuvent tirer déjà de cette vidéo. Je pense qu'il y en a pas mal d'autres trucs déjà, mais... J'espère. Essayez de vous connecter un peu aux autres, alors pas forcément en allant aborder des groupes de 10 femmes ou hommes. Hein. Ouais, en fait, c'est changer, je pense, c'est progresser en tant qu'humain, tu vois. C'est un truc qui te fait peur, regarde pourquoi ça te fait peur. Tu vois, tous les gens qui disent « Ouais, non, c'est parce que c'est ma personnalité. » Fuck off. Oui. Fuck off. Puis il y a des C'est quoi ta choses qui nous font personnalité peur jusqu'à ce qu'on les fait, puis là... Oui, la peur, elle est justifiée, selon mes principes, encore une fois, et j'insiste, je suis pas omniscient, mais quand elle porte atteinte à ta vie ou la vie d'autrui, tu vois, c'est quelque chose qui est désavantageux, tu vois, pour la vie. Mais c'est un truc, c'est parce que t'as peur du ridicule, c'est parce que t'as peur du regard de l'autre, c'est parce que c'est pas ma personnalité, reste dans ta vie médiocre, y a pas de souci. Mais juste aveugle, tu vois. C'est ok, reste dans ton truc, y a pas de souci, mais viens pas te plaindre. Le jour où tu viendras me dire pourquoi ça, pourquoi toi t'as ça, etc. Je vais, bah parce que tu vois, moi quand j'ai peur, j'assume avoir peur, je vis mon émotion, y a pas de souci, mais je vais aller l'affronter par contre. Voilà. T'as peur et tu le fais quand même. Ah mais par contre j'ai peur bien sûr. Ah oui. Mais encore maintenant, des fois je vois une super belle fille, je fais waouh. Et là je vais dire ouais mais non mais Jean-Luc, tu sais que toi tu veux une fille exceptionnelle, tu fais ça sert à rien. Et t'as commencé à avoir le petit... et voilà, et en fait je me dis mais je suis rincé, n'importe quoi, et du coup je vais aller me punir volontairement, je vais aller me challenger pour aller voir une fille où c'est encore plus dur. Tu vois, dans un contexte impossible quoi. Juste pour me punir. Mais au moins ça travaille ton autogestion. Tu vois, on me disait pourquoi je fais de la muscu tous les jours en sachant que je déteste ça. Autogestion. Alors, c'est intéressant ça parce que tu m'as partagé tout à l'heure une photo de toi quand tu avais 20 ans, c'est ça? Je devais avoir entre 18 et 20 ans, je sais plus trop. Tu étais obèse, hein, on peut le dire. Tu étais en surpoids quand même pas mal. Alors qu'aujourd'hui, bon, bah, qu'est-ce qui a déclenché Non, ce qui a déclenché, c'est le fait que je voulais perdre du poids déjà. Ouais. À quel âge tu étais obèse et tu t'es dit je vais arrêter? Alors, encore une fois, c'est vraiment... si j'ai souvenance... Je dirais que c'est jusqu'à 18 ans, je suis sûr que j'étais obèse. Et à 19 ans, je crois que de mes 18 à 19, c'est là où j'ai commencé à amorcer un petit peu. J'ai dû perdre une douzaine de kilos. Ce qui en somme était assez peu comparé à tout le poids que j'avais en trop. Tu avais combien en surpoids à peu près? Bon, en tout et pour tout, j'ai perdu proche de 50 kilos. Quand même, c'est énorme. Tu pesais combien au maximum? J'étais très proche des 100 kilos, j'étais à 96. Encore une fois, si je ne dis pas de bêtises. Et tu fais 1m80? Non, je fais 1m71 à peine. Ah oui, d'accord. Okay. 71, je crois qu'on me l'a mis pour faire plaisir. C'est 70 000. 100 kilos, il faudra calculer, mais là, l'IMC est... Il était pas mal. Il y avait une bonne boule. C'est sûr. Ouais. C'était une bonne boule. Ok. Ouais. Et donc, ouais, non, je me suis mis au sport par obligation, limite, parce que je me suis dit, bah attends, 18 ans, j'ai jamais eu. Je suis même pas sûr que j'ai déjà embrassé une fille, tu vois. Enfin, c'était un peu waouh. Là, tu t'es dit, soit je vais rester célibataire toute ma vie, ouais, soit faut que je me bouge les fesses, quoi. Ouais, en fait, si tu veux, ma maman, de son vivant, m'avait toujours dit.
Oh, t'inquiète pas, tes cousins aussi étaient gros quand ils étaient petits, mais tu verras, eux, quand ils ont vieilli, ils sont devenus minces, beaux gosses et tout, toi aussi, ce sera pareil. Et le jour, on m'a amené mon gâteau pour fêter mes 18 ans. Un des rares anniversaires qu'on fêtait, parce que vu que toute ma famille est dans la religion, on ne fête pas les anniversaires. Et ben, le seul fois où on me fête un anniversaire, qu'on m'amène ce gâteau, je me rends compte que je suis un adulte, il y a un miroir juste en face de moi, en plus du gâteau, et là je vois le gâteau, le miroir, et je me vois énormissime. Et je me dis, mais elle m'a menti. Bah, ça y est, je suis un adulte et en fait je suis toujours gros, tu vois. Et du coup, c'est là, ce jour-là, je me rappelle que j'ai fermé les yeux et quand j'ai soufflé mes bougies, le souhait que j'ai fait, c'est merci de m'aider à être mince cette année. En fin d'année, je veux que si j'ai à ressouffler des bougies dans un an, je veux être mince. Et ta famille te laissait être aussi gros? Parce que je veux dire, c'est qu'il y avait, il y avait quand même un problème alimentaire aussi dans votre famille, c'est pas possible. Ouais. Parce que vous mangez beaucoup, quoi. Ou toi, tu mangeais, il y avait que toi. Moi, je mangeais beaucoup, mais ensuite, on était tous. Ouais, dans la famille, on a tous des problèmes de poids. Excepté l'aînée, ma sœur, ma plus grande. Moi, je suis le dernier d'une portée de 3. Et elle a pas essayé d'influencer Je l'ai pas beaucoup côtoyé. On n'a pas passé beaucoup de temps ensemble. Parce qu'il y a un gros écart d'âge. Donc pas vraiment. Et puis moi j'étais le petit dernier, donc allez, mange. Tiens, c'est que de l'amour. Non, c'est que du sucre. Et puis voilà. Donc ouais, j'ai fait mon régime, mais du coup j'ai jamais apprécié faire du sport. Donc tu t'es dit, je vais arrêter de bouffer trop, je vais mieux manger. Ouais, j'ai commencé à apprendre à comment on mange, etc. Et le Et sport? j'ai fait vraiment du sport par contre à outrance, on déchire des muscles et tout, là c'était pas... T'as pris un coach ou? Non. Ok. Non, donc t'as fait de la muscu, du cardio Tout. Mais tu vois déjà, ça c'est intéressant parce que finalement, donc t'étais en salle, t'as pris un abonnement. Ouais. Parce qu'il y a tellement de personnes, et ça a été mon cas, qui vont à la salle en se disant ok j'y vais, je suis motivé, qui prennent un abonnement, ils y vont 2 fois et après ils y retournent plus, quoi. Parce que c'est trop facile de procrastiner un dimanche quand t'es crevé et que voilà, tu pourrais, je sais pas, regarder Netflix à la place. Est-ce que tu penses que t'es naturellement discipliné ou t'arrives à te motiver? Non, qu'est-ce qui a fait pas naturellement. Ouais. Mais je pense que j'ai compris que mon bonheur était régulé par ma discipline. Ok. Quand tu en as marre d'être malheureux, tu décides d'être heureux. Il faut atteindre un bon seuil de malheur, je pense. Mais quand vraiment, ensuite, au bout d'un moment, tu as le choix. Soit ça te définit, soit ça te détruit, soit ça te construit. Voilà. Au bout d'un moment, tu fais un choix. Il y a des gens qui se définissent tout le temps de par leur malheur, et donc ils vont que faire d'en créer. D'autres, ça les détruisent, ils mettent fin à leur jour. Et d'autres, c'est constructeur. Voilà. Et donc tu manges moins, tu vas à la salle et tu vois les résultats. Ça met du temps. Ça s'est passé comment quand t'es arrivé, t'étais le gros gars quand t'es arrivé à la salle? T'as eu des regards et... Tu mets ta conscience sur ton ego, tu essaies de comprendre que ok, c'est pas parce que les gens me regardent comme ça que ça diminue ma réelle valeur. Et je pense qu'il y en a pas un qui devait te respecter, rien que le fait que tu sois dans cette salle et que tu te bouges les fesses, quoi. Très certainement, mais ta perception, c'est pas la même, tu vois. Ouais. On vit tous la même situation, mais on a chacun notre regard qui est positionné d'un certain angle et du coup on voit pas la même chose, on vit pas la même chose. Face à ça, moi je me rappelle avoir vécu des moments qui pour moi étaient difficiles, au moment où je l'ai vécu, mais maintenant je me trouverais bête, à l'heure où je te parle, de dire qu'il y a un seul moment de ma vie qui est malheureux. Si là, à l'heure actuelle, il y a un seul moment de ma vie que je dis malheureux, c'est que j'ai pas compris la leçon qui s'y trouvait, tu vois. Et là je vois pas un seul moment malheureux de ma vie, c'est insensé. Donc c'est que bénédiction, c'était que des leçons de ouf. C'est trop cool. Et donc, tu fais toujours la muscu aujourd'hui? Ouais. Ça fait 7 ans, 8 ans? J'ai commencé à 18, j'en ai 29, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans et pourtant t'aimes pas ça? Ouais. Alors pourquoi? Pourquoi tu t'infliges ça? Jean-Luc, dis-nous tout. En fait, je suis contre le statu quo. Comme je dis tout à l'heure, mon seul but c'est de donner encore plus d'amour que la veille, tu vois. Donc c'est-à-dire que je vais être une meilleure personne, je veux progresser, etc. J'ai défini clairement, j'ai vraiment la clarté d'esprit sur qui je veux devenir, qu'est-ce que je veux expérimenter, quelle est la vision de qui je suis, de ce que je veux transmettre, la trace que je veux laisser. Et dans la trace que je veux laisser, je pense que ça se traduit par aider les gens. Et pour aider les gens, j'ai beaucoup posé ma conscience sur comment on aide les gens. Et j'en ai déterminé que pour aider efficacement les gens, il faut les inspirer et les rendre autonomes. Les inspirer, c'est dans les faits, je le fais. C'est pas je le dis, je le fais. Vous pouvez le constater, les faits sont irréfutables. Là, tu inspires. Et ensuite, rendre autonome, c'est transmettre le savoir. Mais qui serais-je? Ce serait grotesque de ma part si je me permettrais de donner des conseils à quelqu'un pour honorer son corps, qui est notre outil principal de vie quand même, notre corps, tu vois. Et
qui pour moi est un élément primordial dans la vie, d'honorer son corps pour être heureux, bah, quel genre de personne je serais si j'étais gros, flasque, si je mangerais n'importe comment, si j'avais des boutons partout, etc., dû à une mauvaise alimentation, pour pouvoir réellement aider les gens. Je serais pas inspirant. Je leur transmettrais de la théorie que je ne sais même pas mettre en pratique. Donc de la fausse théorie. C'est comme je t'ai dit préalablement, savoir à ne pas faire, ça n'est pas savoir. C'est tout. Ok, ouais, non, mais c'est intéressant. Après, tu as dit aussi que tu as eu cette démarche pas au début, tu l'avais pas au début, et pourtant tu faisais quand même de la muscu à ce moment-là. Mais du coup, tu faisais ça pour ne pas redevenir gros ou ouais, c'est de l'autogestion. Enfin, vraiment, c'est hors de question de devenir une version moins bien qu'hier. Ouais, ça je comprends. Donc en fait, je n'aime pas me faire mal, tu vois, quand je fais de la muscu, etc. J'aime pas la sensation. Par contre, là où je prends plaisir, c'est la gratification de me dire, je l'ai fait. J'aime pas quand j'ai une peur et que je la ressens. C'est super agréable et que je vais aller vers quelqu'un, une situation ultra inconfortable. Et tu vois, j'ai une to-do list que je pourrais te montrer d'ailleurs. Tous les soirs, je me fais un petit compte rendu et dans cette to-do list, il y a est-ce que j'ai généré une situation inconfortable aujourd'hui. Intéressant. Et c'est obligatoire. Tu vois, T'as quoi d'autre dans ta to-do list qui est intéressant? Bon, je la sors. Vas-y. C'est vraiment l'introspection, je me fais tous les soirs. Donc, tu peux voir, checklist journalière. Elle est inspirée par des amis à moi, etc. Mais pour te faire simple, c'est est-ce que j'ai pris le temps à ressentir un maximum d'amour envers la vie et de la gratitude envers les gens. Ensuite, est-ce que j'ai entrepris toutes les actions possibles pour avancer dans ma vision? Est-ce que j'ai été l'homme que j'ai envie d'être? En quoi ma journée a été foutument incroyable? Quelles sont les plus grosses leçons à retenir d'aujourd'hui? Est-ce que j'ai pris le temps de savoir apprécier les cadeaux à travers tous les challenges d'aujourd'hui? Est-ce que j'ai pris soin de mon outil principal, mon corps? Ai-je pratiqué la transparence radicale et généré une conversation inconfortable? Ai-je démontré uniquement de l'amour aux personnes que j'aime? Ai-je contribué à la vie d'autrui en cette merveilleuse journée? Et ai-je pris le temps d'être? Tu te poses ça tous les soirs? Tous les soirs. Avant de t'endormir, même quand t'as fait une soirée, t'es tout bourré. Ouais, je bois pas d'alcool. Mais donc, je fume pas, je bois pas. Donc, et là, tu vois, hier, typiquement, il y a juste ai-je pris le temps d'être que j'ai pas pu cocher. Tu vois, hier, je sais que j'ai pas pris le temps d'être. Et là, tu utilises les notes sur Apple qui permettent de... Ouais, donc à chaque fois, je check, etc. D'accord. Mais c'est intéressant parce qu'en plus, c'est vraiment prouvé scientifiquement que rien que le fait de partager dans ta tête ou verbalement 1, 2, 3 choses pour lesquelles tu as de la gratitude tous les jours, ça te rend plus heureux. Et là, on voit que tu vas largement au-delà de tout ça, quoi. Ouais, donc ça, là, on rejoint ce que tu disais, que c'est une compétence, le bonheur, que ça s'apprend, et on voit que tu pratiques des rituels qui vont faire que tu es plus heureux. Ouais, je suis en accord avec tout ça, clairement. Est-ce que tu as d'autres croyances, parce que je crois je sais pas si on a vraiment épuisé encore le sujet, est-ce que tu as d'autres croyances qui ne sont pas partagées par la majorité de la population? Je t'ai parlé, l'amour, le fait la chance, savoir affûter son éveil sur la chance, etc. Je pense vraiment qu'on a la vie qu'on mérite également. Okay. Je suis très partisan de la méritocratie, de la pleine responsabilité des choses aussi, mais dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire responsabilité, ça veut dire droit de réponse. Ça veut pas dire que tu es fautif, tu vois, quelqu'un qui se fait violer, c'est pas sa faute. Par contre, elle a le droit de réponse à ça. Elle peut faire en sorte, comme je disais tout à l'heure, que ça la définisse, ça la détruise ou ça la construise. On choisit ses réponses à ce qui nous arrive. C'est ça, prendre la responsabilité des choses. Comme quand tu t'es fait arnaquer, que tu as décidé de pardonner la personne et te focaliser. Typiquement, par exemple, ça, ou il y en a plein d'autres, tu vois. Quand on dit je suis quelque chose, tu vois, je suis entrepreneur, je suis musicien. Non, je suis en fait. Laisse-moi être, c'est tout. Pourquoi tu me colles une étiquette? Mec, je sais très bien faire du business, mes chiffres en témoignent, tu vois. Mais tout autant que je sais chanter, hein. En tout cas, je sais prendre plaisir à chanter, tout autant que je sais hypnotiser, je sais faire de la magie, je sais faire du mentalisme, c'est des trucs qui m'ont toujours passionné dans ma vie, je sais faire du foot, j'y joue depuis tout petit, tu vois, je suis une bête au lit, c'est un fait. Voilà, qu'est-ce que on sait que tu cherches toujours ta femme idéale, donc voilà, le message est lancé. Non, c'est le mec, à chaque fois, il lâche des petits... Mais, voilà, tu vois, j'ai pas envie de me définir par un truc... Et c'est un truc que je dis, ça, typiquement, on en parlait juste avant, et du coup je me permets de le dire aussi à la caméra, mais je suis vraiment heureux, content et même honoré, tu vois, dans le sens où vraiment c'est un privilège pour moi de pouvoir faire cette vidéo avec toi. Parce que d'une part, tu restes quelqu'un qui est bien ancré dans le milieu, qui est très présent et beaucoup de respect pour tout ce que tu as accompli déjà, ça du fond du cœur, vraiment, c'est grandiose, mec, tu vois.
En vrai de vrai, je sais pas si je te l'ai partagé, mais je suivais tes vidéos il y a de ça 5 ans avant même que je commence, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu vois, en fait, quand j'y pense, et là, ça me revient, tu vois. Mais je me rappelle que t'étais un peu le pape. Toi, t'étais le papa. Et là, je signe ma fin de carrière devant toi. Et c'est avec toi que je stipule que les copains me parlaient plus d'entrepreneuriat. En fait, c'est la dernière interview que je donnerai en tant qu'entrepreneur. Voilà. Et c'est un honneur de le faire avec toi, tu vois, en ta présence. C'est vraiment super cool. Je suis très content. Mais du coup, je n'ai plus cette étiquette. Ça sert à rien de venir me demander des conseils sur l'entrepreneuriat, etc. D'une part parce que je ne suis pas nécessairement le mec le plus légitime. De part parce que je suis certainement l'un de ceux qui ont moins envie de partager des conseils sur l'entrepreneuriat parce que ça me fait plus vibrer et donc je ne le ferai pas de belle façon. En tout cas, à l'heure où je vous parle, ça se trouve, c'est... Oui, ça peut être un cycle, mais en immuable, tout tu cas, vois. maintenant, c'est ce que Mais tu ressens. ouais, là, ouais. c'est ce que je ressens là maintenant. Et surtout, et c'est ce que je te disais, tout ce que je sais, mais quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. J'en ai fait une énorme formation, totalement gratuite et bénévole. C'est-à-dire que je m'en fous, en fait, c'est vraiment une bouteille jetée à la mer, quoi. C'est un truc, je compte pas faire de l'argent avec, j'en ai rien à foutre. Il y a aucun, c'est pas un tunnel de vente, c'est pas une stratégie, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment une formation où j'ai tout mis. Tu vois, ce que je vendais, et tu connais mes tarifs journaliers en plus à une certaine somme. C'est vrai qu'on voulait en parler, mais j'ai oublié. Mais c'est vrai, là aujourd'hui, on peut quand même te prendre comme coach, même si a priori tu vas arrêter ça. Je le fais plus. Ah, tu le fais plus. Maintenant, Mais j'arrête. jusqu'à récemment, tu étais coach Jusqu'à il y a encore 2 semaines. pour des entrepreneurs. Ouais. Et totalement arrêté. quel était ton tarif? Ah, chaud. Ah bah, tu m'as dit que tu étais prêt à partir, Ouais, si tu veux ça... pas, tu veux pas. Hein. Oui. Ça dépend quand même des profils, mais entre 20 000 et 36 000 euros la journée. Ok. Voilà, hors taxe. Du coup. La moyenne étant 28 000 en moyenne, la journée. Et donc, toutes ces compétences que tu utilisais pour ce coaching que tu fais plus, c'est dans tu les as mises sous forme de cours dans cette formation gratuite. Et donc, pour ceux qui veulent aller voir, ça s'appelle comment ils peuvent trouver ça? Masterclassbusiness.com, master-class-business.com. C'est une formation connue, reconnue. Je ne sais plus, il doit y avoir 15 ou 20 000 personnes qui y sont inscrites là déjà. Donc j'en parle. C'est utilisé dans des écoles de commerce, de ce genre de trucs. Enfin, tu vois, maintenant, c'est un pied. Ce serait, quel manque d'humilité, Jean-Luc. Mais c'est un truc, voilà, tu vois, ça fait ses preuves, c'est cool. Et ouais, voilà, ça c'est vraiment cool. Et voilà, tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais faire, tout ce que j'ai mis en application, je l'ai mis, je dis tout, quoi. Vous avez même ceux qui sont curieux de savoir quels sont les business que j'ai vendus, il y a mes business, en fait. Vous voyez les business que j'ai vendus. Vous voulez voir qui j'étais en tant qu'entrepreneur, ça y est, en fait. Donc, a priori, je compte pas enlever ce truc, parce que pour moi, c'est aussi, c'est un espèce d'édifice, tu vois. Je me dis, c'est ma bonne action, j'ai envie de pouvoir quand même avoir le mérite de transmettre. Et j'ai pris plaisir à le faire quand je l'ai fait. Maintenant, je prends plus plaisir, donc je veux plus le faire, et puis voilà. Mais au pire, je passerai le lien, tu pourras le mettre au pire, mais... Tu n'es plus entrepreneur, mais tu es. Exactement, et c'est... Juste retenez ça, quoi. Voilà, mais inutile de venir vers moi, toutes les questions au niveau entrepreneurial, j'y répondrai pas parce que tout y est déjà... Donc voilà, si vous croisez Jean-Luc, ou alors il faut vraiment avoir montré que vous avez suivi la formation et vous lui posez une question de maître Jedi, quoi, genre le truc, voilà, quoi, il n'y a pas pensé. Mais idéalement, vous parlez plutôt d'autre chose. C'est le message. En fait, je peux prendre plaisir à parler de tout, tu vois. Et si j'y arrive pas, c'est qu'il y a un problème en moi, je pense. Ok. Tu vois, c'est pas le sujet qui est mais problématique. t'es peut-être prêt à tourner la page. Mais c'est juste, tu sais, quand les gens t'alpaguent comme ça, par intérêt, et qu'en plus c'est trivial, c'est frontal, ça se voit, c'est même pas caché, ça donne pas envie d'honorer en retour, tu vois. Et vu que je suis un fervent pratiquant, et ça fait partie de mes valeurs profondes, la transparence radicale, comme je t'ai dit, à ce moment-là, par transparence radicale, je ferais non, j'ai pas envie de t'honorer, désolé. Je trouve pas ça honorant ce que tu fais, et donc j'ai pas envie de te redonner ça en retour. Par contre, j'ai envie de te donner de l'amour, ça passera pas par ça, tu vois, peu importe ce que tu me fais. Mais par contre, ça là, comme ça, je suis pas ok. Tu vois. Alors rien n'est impossible, c'est vraiment, il y a zéro limite, putain, mais enfin. En fait, je me dis quand il y a des gens, ils vont sur la Lune, mec, pourquoi j'en serais pas capable? Si un humain l'a fait sur cette Terre, j'en suis capable. C'est aussi simple. Et je me dis à l'époque, tu vois, je voulais me faire 1 500 € par mois. Quand je vois que là, dans les fêtes, j'ai réussi à faire des journées à 50 000, 60 000, 70 000, là-dessus, voilà. Gars, tu vois, rien n'est impossible. Mais encore, moi, je suis un petit joueur dans l'opération. Il y a des gars, ils font des millions et des millions à la journée. Et là, en fait, les finances, c'est un taux de mesure parce que c'est un fait, tu vois, c'est des finances. Oui. Mais le fait de maintenir l'hygiène de vie, etc., ce genre de truc aussi, c'est un fait. Tu vois, t'as plein de trucs, mais rien n'est impossible. Le nombre de gens qui disent, ouais, perdre 50 kilos, c'est pas parce que c'est plus dur pour moi que je veux pas y arriver, j'en ai rien à foutre. Ce sera plus dur, ok, c'est encore plus challengeant. C'est tant mieux, je serai encore une meilleure personne. Face au même accomplissement, j'aurais plus accompli que vous. Tu vois? Et donc, c'est pas dans une échelle de comparaison, c'est juste, putain, c'est-à-dire que j'aurais gravi une montagne encore plus complexe, en fait. À l'échelle de la même finalité, j'aurais fourni tellement plus d'efforts, c'est-à-dire que moi, si j'arrive à la gravir, waouh,
waouh, j'aurais encore plus de compétences que la moyenne. Putain, c'est une chance. Merci de me mettre cette difficulté, tu vois. Enfin, ça... Donc ouais, que rien n'est impossible. Rien n'est foutument impossible, vraiment. T'as un pouvoir créateur sur ta vie, c'est ouf. Vraiment. Ouais. Et qu'on mérite tous une vie extraordinaire. Ouais. Excellent. Merci de partager ça. Ah ouais, clairement. Et donc du coup, au-delà des croyances, est-ce que tu as des actions que tu fais tous les jours ou régulièrement qui sont différentes? Donc tu as déjà partagé que tu as ton rituel du soir où tu vas regarder si tu as eu suffisamment d'amour, de gratitude, etc. Est-ce que tu as d'autres choses? Le conseil que je pourrais donner à tout le monde, c'est de poser sur papier qui tu veux être, tes valeurs profondes, qu'est-ce qui vraiment pourrait te définir, quelle est ta ligne directrice. Ensuite, qu'est-ce qui a du sens pour toi? Qu'est-ce que tu veux vraiment expérimenter? Pas ce que les autres pensent que tu devrais expérimenter que ça, mais vraiment, tu vois, dans ton ressenti le plus profond. Ça, moi, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Je prie beaucoup. Vraiment, pour moi, la prière, c'est... Que tu sois croyant ou pas, hein, que tu aies une religion ou pas, prie. Et toi, t'es croyant? Essaye. Oui. La foi, c'est capital chez moi. Enfin, ça vraiment, c'est une place... ouais, vraiment. Mais c'est un truc personnel, et tu vois, enfin, ça, ensuite, chacun... Tu vois, pour moi, il n'y a pas de vérité absolue et chacun a son chemin et puis c'est ok. Tu vois la religion plus comme une manière personnelle de se connecter au divin plutôt qu'un dogme en tant que tel qui est vrai ou... Parce que oui, on sent pas de prosélytisme chez toi. Ouais, non, du tout. Non, en fait, je pense juste qu'on a tous un chemin vers sa propre vérité et l'important c'est que tu touches cette vérité du doigt en fait. Peu importe ton chemin, tu vois. J'en ai rien à faire. Moi, j'en ai choisi un, ensuite chacun choisit le sien, tu vois. Il n'y a pas de vérité absolue. Tant que ça t'amène au bonheur, en fait. Tu vois. Donc bon, ensuite ça reste ma vision. Mais du coup, prier, même les gens qui ne croient pas en quoi que ce soit, même qui n'ont pas de religion, je pense vraiment que prier... Donc pour les athées, c'est quoi, la méditation du coup? Ou alors ils prient l'univers? Ouais, prier la source de tout, ou prier, ou communiquer avec la vie, juste, tu vois. Avec la vitalité, ce qui est, juste. Basta. Tu vois, c'est un fait. Il y a bien des choses. Il y a bien une existence. Bah, remerciez l'existence, juste. Prenez un temps, fermez les yeux. Ressentez juste la putain de joie que vous avez de vivre et dites merci pour tout. Putain, tu te rends compte la chance qu'on a? Le matin, tu te réveilles, t'es comme ça, tu fais ok, j'ai un putain de chauffage, je viens de dormir dans le lit de ouf, j'ai une couverture qui me tient chaud, j'ai des oreillers de fou, j'ai encore une fois, comme d'habitude, 10 nanas extraordinaires à côté de moi. Enfin bon, ensuite c'est magie. Hein. Le mec, il n'arrête jamais, c'est tout le temps. C'est la blague récurrente. Ouais, de ouf, putain, le running gag, putain. Putain, j'ai un frigo qui tient au frais toute ma bouffe. C'est vrai que c'est J'ai extraordinaire de la ça. bouffe à porter. Là, j'ai un micro, je peux réchauffer mon truc en 2 secondes. J'ai des chiottes à proximité. Je me lève, je peux pisser. Wow. Ouais, il n'y a pas si longtemps, Non, mais- c'était pas le cas. Hein. Et j'ai un abri, j'ai un toit, mec. J'ai les finances. Je peux m'acheter ce que je veux. Là, je me lève, j'ai soif. J'ai pas à aller jusqu'à un puits. Je fais ça, j'ai de l'eau froide. Je me sens sale, je peux me doucher avec de l'eau chaude. Mais gars, wow, gars, mais j'ai accès à toutes les informations du monde dans ma poche. J'ai les secrets de tout là-dedans. En ayant ça, on est déjà plus riche que la plupart des riches d'il y a 300 ans. Mais sérieux, Mhm. mais juste... Tu vois, quand tu poses ta conscience sur les choses, mais qu'est-ce que tu vas me dire que ça va pas? Mais tout va. Tout est parfait. Qu'est-ce que tu me racontes? Et en plus, il y a tellement d'improbabilité dans le fait qu'on existe. Parce que déjà, plus, on est une chaîne, quelle chance, on est une chaîne ininterrompue de vie de 3 milliards d'années. Il n'y a aucun de nos ancêtres qui est mort avant de s'être reproduit. Il n'y a aucune exception à ça. Ouais. C'est incroyable. Hein. Ouais, non, mais c'est ouf. Et il y aurait eu une seule personne dans ces 3 milliards d'années, on n'était pas là pour en parler. Hein. C'est ouf. Non, mais je sais pas si tu te rends compte, mais Et nos parents, ils auraient pu avoir des millions d'enfants différents et plutôt que nous. Mais tu sais quoi, ça m'a fait penser à un truc. Et c'est un truc que j'ai saisi, je pense, quand ma mère est morte. Tu vois, j'ai eu la chance de vivre le décès de ma mère dans mes bras, tu vois. Elle est morte vraiment dans mes bras. Wow. Et quand elle est morte, j'ai compris un truc. C'est que il n'y a pas une seconde qui est plus merveilleuse qu'une autre. Mais quand tu comprends ça dans la vie, c'est bon. C'est juste Mais bon. par exemple, tu vas quand même préférer être avec la femme de ta vie plutôt qu'avec la personne que tu détestes le plus. Pourquoi? Ok, d'accord. Je te challenge un peu là-dessus parce que, je sais pas, du coup, là, les secondes, tu vois, on dit souvent pour rigoler en illustrant la théorie de la relativité que c'est simple. Si tu mets ta main 1 minute dans l'eau bouillante, ça te paraît 1 heure. Et si tu passes 1 minute avec une jolie fille, ça te paraît 1 seconde. Donc il y a quand même cette notion de relativité, De temps perception. perçu. Ouais, Mais tu viens de le dire, c'est le perçu. ok. Toi, tu vois ça comment alors? Quand tu dis qu'il y a chaque seconde se vaut, c'est... Je pense que plus tu t'éveilles et plus tu te rends compte que chaque seconde est aussi merveilleuse que la prochaine ou que la précédente. D'accord, dans ce sens de Mais- gratitude pour être vivant. Je pense
dans le sens juste de la vie, tu vois. Mais je pense qu'il y a des moments où ça te paraît comme une évidence. C'est plus simple à déceler. Je dis pas que j'arrive à me le dire tout le temps et que je pense ça, tout le temps. Mais je pense avoir saisi l'essence de cette chose. Ok. Ouais. Et la mort de ma mère, mais Dieu merci, je l'ai vécu, mais tellement bien. Et pourtant, c'est quand j'ai été escroqué. Quand j'étais escroqué, j'ai perdu mon statut social, du coup. J'ai perdu tous mes copains. J'ai perdu la copine avec qui j'étais. Je suis allé vivre chez mes ex-beaux-parents. J'ai perdu mes voitures. J'étais surendetté. Perdu ma mère. Et puis t'as finances, tes amis plus qui actifs. sont partis. Ouais, t'as tout qui dégage. C'était fait pour ma gueule. En même temps, je faisais que d'extrapoler. Enfin, j'étais pas forcément une super bonne personne, tu vois. Enfin, en soi, je peux pas leur vouloir, hein, en vrai, tu vois. Mais tu vois, c'est une espèce de déchance. Et ben, malgré tout ça, j'ai vécu la mort de ma mère, mais ça a été l'un des plus beaux éveils de ma vie. Je pouvais que dire merci. C'est fabuleux. Vivre le truc comme ça, incroyable. Donc, mais qu'est-ce que tu fais comme action du coup tous les jours? Parce que tu as dit, tu recommandes que on fasse un exercice pour définir ce qu'on voudrait être, mais ça, Ouais. du coup, c'est pas vraiment un truc à faire tous les jours. Ouais, alors, au moins définir une bonne liste, tu vois, travailler la questiologie et la qualité de la question, comme disait Einstein. C'est pas la qualité de la réponse, mais la qualité de la question qui prédomine les choses. Il vaut mieux se pencher, tu vois, 55 minutes sur la question et juste 5 minutes sur la réponse. La question, c'est l'interface avec la réalité. C'est ça qui va faire que tu vas être pertinent ou pas. Totalement. Ouais. Du coup, se poser les bonnes questions, je pense que c'est une clé, déjà. Et comment on s'entraîne à ça alors? En vrai, il y a des ressources quand même pour s'entraîner à la question, mais sinon, il y a ce qu'on appelle l'oignon de la conscience. Donc ça, tu t'entraînes à ça consciemment. Ouais. Intéressant. Et Ouais. donc vas-y, c'est quoi le nom de la conscience? C'est creuser. En fait, si on prend l'analogie, tu prends Donc un c'est oignon. les 5 pourquoi par exemple. C'est ouais, exactement. Et plus tu vas les creuser, plus ça fait mal, plus tu vas pleurer, tu vois. Donc et puis tu vas au tu cœur donnes du une truc. réponse et tu dis pourquoi, Exactement. et après tu Exactement. enchaînes les pourquoi en fait. Exactement. Comme la méthode de Toyota. Donc ça, mettre ça ensuite sur papier, tu vois, comme moi je peux avoir la chance de le faire avec mes notes maintenant et prendre un temps tous les soirs pour vraiment essayer d'être lucide. Tout le temps remettre les choses en question, ne pas considérer la vérité comme absolue. Prendre en fait tout ce qu'on dit comme c'est potentiellement possible. Et soi-même aussi, c'est potentiellement possible, ne pas dire qu'on a tout le temps tort, tu vois. Ça, je dirais que c'est une clé, mais ensuite, le truc que je peux souhaiter à tout le monde, et si vous voulez une vie meilleure, le seul truc en vrai, même le pire des imbéciles qui se remet pas en question, il fait ça, il a une vie formidable, c'est le passage à l'action. Passer massivement à l'action. Mais vraiment. Putain, je connais les gens, ils se posent pas de questions, ils n'ont aucune réflexion, franchement, ils sont très simplets, mais ils passent tellement à l'action qu'ils ont des résultats dans leur vie incroyables. Que ce soit financier, que ce soit amoureux, que ce soit physique, peu importe. Le passage à l'action, mais ça change une vie. Putain, tous ceux qui me disent je sais pas comment faire, bah fais des trucs. C'est une bonne première étape, ouais. Puis tu verras les comment ils vont arriver. Il y en a une infinité. Tu peux même pas les voir arriver. Jamais dans mon radar des comment, j'aurais pu deviner que c'est en allant à un rendez-vous, on fout un lapin et en regardant un match et en invitant quelqu'un, deux gars que je connais même pas, à aller boire un verre, que je vais commencer une carrière de chanteur. Bah voilà. C'est pas, t'imagines, jamais pareil dans mon radar, j'aurais pu croire que c'est jamais en déménageant en Haute-Savoie, en achetant une formation de quelqu'un, lui dire merci, que j'allais devenir atteindre des chiffres incroyables et faire des très hauts chiffres à rester chez moi en pyjama, quoi. Tu vois? On s'en fout du comment, il y en a une infinité. Fais, c'est tout, fais, t'inquiète pas. Au bout d'un moment, tu vas bien trouver le comment qui te correspond. Et donc juste avant qu'on démarre cette interview, tu me partageais une nouvelle qui était quand même assez étonnante. Je crois d'ailleurs que tu es la seule personne au monde jusqu'à présent qui m'a sorti ça, genre « Comment ça va ?» Bah écoute, il s'est passé un truc. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? J'ai changé de prénom. Voilà, t'as changé de prénom. Alors c'est quand même énorme. Honnêtement, ouais, c'est clair, t'es la première personne à qui je demande « Comment ça va ?» Bah j'ai changé de prénom, voilà. Je fais Olivier, Quoi ça de va? neuf? Ouais, Quoi de neuf? Bah je m'appelle plus Jean-Luc. c'est quand même énorme. Ouais. Donc maintenant ton prénom officiel, en tout cas bientôt, parce que t'es en train de changer ton état Bientôt civil, c'est- officiel, ce sera Jack, J-E-C-K. Donc non pas Jack, J-A-C-K, mais avec un E, hein. Avec un E. Alors Jack. raconte-moi un peu l'histoire, le pourquoi, le comment. Ah mais putain, trop cool, dans, là, dans j'avoue. quel état es-tu, Jake, du coup, Jake? Ok. Je peux t'expliquer deux choses. Pourquoi Vas-y. je le change et Ouais. l'histoire de ce prénom. Ouais, si tu vas-y, veux. vas-y. Je vais essayer de faire court parce que je suis pas sûr que ça va vraiment intéresser les gens. Oui, là c'est plus l'anecdote, mais ça montre aussi ta philosophie qui est quand même très libre et t'hésites pas à changer des trucs. Ouais, quoi. carrément. Donc, Bah, en fait, de base, maintenant que j'ai fait mon aventure en France, je trouve ça ultra challengeant d'aller dans un pays qui est reconnu comme le pays du business, etc., dans une langue qui n'est pas la mienne, dans une culture qui n'est pas la mienne, etc. Je me suis dit, parfait pour progresser en tant qu'humain, c'est trop cool, tu vois. Donc pourquoi pas partir aux États-Unis et recréer un truc style startup, etc. là-bas. Pourtant, j'ai pas envie de faire du business, mais tu vois, justement,
réapprendre à aimer ça, mais le garder pour moi. Tu vois, c'est vraiment un truc, j'en parle pas quoi que ce soit, mais juste pour me le rechanger, parce que c'est un truc sur lequel je n'arrive plus à prendre plaisir. Donc justement, me réveiller à ça, ne pas le condamner, bien au contraire, et aller dans un endroit où c'est pas mes habitudes, ma culture, etc. Enfin bref, je me suis dit ça, putain, pour progresser en tant qu'humain, c'est trop cool. Tu vois. Et du coup, j'ai pris des cours pour parler anglais parfaitement, quoi, pour être parfaitement bilingue. Et durant ces cours, le Jean-Luc Monteagudo, il passe pas, tu vois. Clairement, les Américains, ils font Jean-Luc Monteagudo. C'est ça, c'est clair. Ils font what ça, moi, je sais Jean-Luc Monté. Ils font Jean-Luc. Ouais, bon, ok. Et donc, à chaque fois, il me conseillait, bah, prends-toi un nouveau prénom, en fait. Je fais ok. Et j'avais Jack en tête, et je vais te l'expliquer après. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, bah. Légalement, je vais vraiment changer mon prénom, je vais m'appeler Jack en premier prénom, je garderai Jean-Luc en deuxième, et en France, tout le monde m'appellera Jean-Luc, il n'y a pas de souci, tu vois, je sais même pas si je vais communiquer le fait que je change de prénom, mais au moins aux États-Unis, ce sera beaucoup plus simple, tu vois, Jack, ça passera partout. Et ce prénom vient de jeux vidéo en fait. Et je vais te le dire juste après. Mais du coup, pourquoi maintenant je le change? Parce que par contre, je pars pas aux États-Unis, en tout cas pas maintenant, c'est pas prévu. Et puis même, tu pourrais partir aux États-Unis, dire ça aux gens et garder ton nom d'état civil. Oui, bon, c'est juste, j'aime bien faire les démarches jusqu'au bout, tu vois, enfin, comme ça au moins il n'y a pas de confusion, etc. Mais du coup, là, j'ai accéléré le processus parce qu'effectivement, vu que je commence à m'amuser, à essayer pourquoi pas une carrière dans la musique, qui ça se trouve, encore une fois, ça se trouve là, quand vous regardez la vidéo, j'aurais rien fait, vous m'aurez jamais vu dans la musique, et puis tant pis, hein, ça aurait été juste une idée que j'ai eue comme ça, et puis je l'ai pas fait. Mais on m'a conseillé, les gens qui m'accompagnent, en tout cas, m'ont conseillé de trouver un nom d'artiste, parce que Jean-Luc Monteagudo, pareil, ça le fait pas. J'aurais dit, ah bah Jack, et je fais, en plus, tombe bien, je comptais changer de prénom, etc. Donc ça a accéléré le processus, et du coup, là, effectivement, en principe, ce sera bientôt prononcé, ce sera en principe bientôt officiel. Voilà. Et le Jack, c'est parce que je jouais aux jeux vidéo quand j'étais petit, et vu que j'étais le petit gros que personne aimait, etc., je me suis renfermé dans les jeux vidéo, je suis devenu très très bon dans un jeu, un FPS. Counter-Strike. Ouais, c'était Counter-Strike. Ouais. Je jouais à Warrock et Counter-Strike, ces deux jeux, c'est là où je savais pas quoi mettre en fait comme pseudo, et du coup j'ai mis je sais pourquoi. Enfin, je sais pourquoi mettre, mais le mettre ça rentrait pas dans le truc, c'était trop. Donc c'est Jack. Voilà, et du coup les gens m'appelaient je sais pourquoi, mais du coup petit à petit je jouais de mieux en mieux, donc je jouais avec les Anglais, et du coup ils comprenaient pas le je sais pourquoi. J'avais mis Po parce que je regardais Titoff, j'adorais, il disait pas mais Po. Donc du coup c'était je sais pourquoi, et du coup bah, vu qu'il comprenait pas le calembour quoi, il m'appelait Jack pourquoi. Et du coup vu que Jack pourquoi, bah, tu sais dans le feu de l'action, Jack pourquoi c'est un peu long, il Jack, tu vois, et du coup Jack c'était l'image de moi idolâtré parce qu'en fin de compte j'étais devenu, j'avais limite un statut légendaire quoi, ouais, j'extrapole peut-être un peu, mais j'étais vraiment devenu bon, et les gens quand je faisais une partie ils faisaient oh regarde c'est Jack. Tu vois, et du coup j'avais l'image, et waouh c'est le mec trop bien, et du coup bah là c'est venu un peu comme une évidence, je suis bah tiens ce truc m'a toujours il y a une résonance particulière, je m'appelais Jack, c'est parti. Ouais. Et donc tu vois, le prénom c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important symboliquement pour beaucoup de personnes, pour moi y compris, hein. Et beaucoup de gens se verraient pas facilement changer de prénom. Moi je pense pas que je vais changer de prénom, je suis très content d'Olivier, puis en anglais ça passe Oliver, tu vois, les gens ils disent Olivier, tu vois. Mais toi tu as cette capacité de changer quelque chose qui finalement pourrait te symboliser fortement, mais t'as pas l'impression, finalement c'est ce que tu me disais, t'as l'impression que t'es pas ton prénom en fait. Ah bah non. Non mais c'est intéressant. Et je te disais hors caméra qu'il y a des études qui montrent qu'il y a des gens qui vont choisir davantage des métiers qui sont connectés à leur prénom, s'ils ont des prénoms qui sont liés à des métiers. Donc par exemple, le directeur de la maison d'édition de mon livre en anglais, il s'appelle Reed, le gars. Donc c'est-à-dire, ça veut dire lire quoi. Il s'appelle Reed, le gars. Et bon, il y a des statistiques qui montrent qu'il y a quand même une tendance. Donc il y a vraiment une appropriation du nom chez la part de beaucoup de personnes qui est intéressante, enfin qui est répandue. Et toi, tu l'as pas. Ouais, c'est naturel chez toi? Ou tu fais un travail consciemment de dire c'est évident que je suis plus que mon nom et je peux le changer, et c'est comme ça. Je pense que c'est venu à terme, tu vois. Ouais. J'ai dû le travailler, mais là maintenant ça me semble évident. Mais je pense qu'il y a eu un gros travail derrière, très certainement. Mais là je le ressens pas, enfin, vraiment changer de prénom, je m'en fous quoi. Mais c'est intéressant parce que c'est quelque part une sorte de liberté ultime de te définir toi-même, de choisir ton propre nom quoi. Ouais. Ouais, clairement. C'est vrai que je vois pas la magnificence derrière ça, mais c'est vrai qu'il doit en avoir une, mais parce que je vois pas la difficulté à travers ça en fait. Là franchement ça me paraît mais vraiment aisé, style, c'est comme manger, je sais pas, un croissant là. C'est dingue parce que t'as aussi l'habitude que les gens t'appellent Jean-Luc. Ouais bah ils changent. Ok. Et à la place ils vont t'appeler Jack. Ouais bah que tout le monde commence à prendre le pas maintenant, voilà. Ok. Bon, il va falloir que je m'entraîne. Jack.
Ouais, ok, intéressant. Si tu veux m'appeler Jean-Luc, je t'en voudrais pas. Hein. Écoute, ça va, je te remercie beaucoup. Je verrai ce que je ferai. Mais puisque si ça te dérange pas, c'est super. Donc merci d'avoir partagé tout ça. C'était vraiment ultra riche comme interview. Je pense que d'ailleurs les gens qui sont là font partie des gens les plus motivés, donc ils seront d'accord. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont impacté? De fou. Est-ce que tu en as 3 à recommander aux gens qui sont toujours là et qui sont ultra motivés? De ouf. Vas-y. Le grand classique, comment se faire des amis. Okay. Je pense, à chaque fois, tous mes copains me disent que je suis vraiment la mise en application de ce livre. C'est pas moi qui dis, c'est vraiment... Et objectivement, si j'ai un visu vraiment purement objectif, sans vouloir me faire être dans le paraître, je pense vraiment que je l'applique très bien. J'aimerais l'appliquer encore mieux, je suis pas encore satisfait, comme on dit. Je suis mécontent de moi, mais heureux de mon sort. Et ben écoute, ouais, vraiment, quand se faire des amis, c'est putain. Tu sais que tu as lu la préface de Carnegie et il dit lui-même qu'il oubliait régulièrement le livre et qu'il a relu 7 fois son propre livre pour appliquer tout. Tu sais, c'est vraiment quand j'ai un livre à offrir, quand c'est quelqu'un qui veut faire une démarche humaine et non pas spirituelle, c'est ça que j'offre. Et quand c'est une démarche spirituelle, dans ce cas, c'est Nouvelle Terre d'Eckhart Tolle. Ok, je connais pas. Ça a été le livre qui a le plus changé ma vie. Nouvelle Terre. Nouvelle Terre. D'accord. Eckhart Tolle, c'est celui qui a écrit le. Ah oui, Eckhart Tolle. Oui, absolument, je connais. D'accord. Voilà. Bah, moi, Nouvelle Terre, c'est. Waouh. Incroyable. Ok, bah c'est intéressant. Je connaissais pas si je vais le découvrir. Et Comment se faire des amis, pour info, c'est aussi le livre qui a complètement changé la vie de Warren Buffett. Il le cite. Pas étonnant. Pas étonnant. Ouais, et beaucoup d'autres personnes. Hein. C'est vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. Donc ouais, mais pour moi, c'est travailler avec l'ego des autres. Et Nouvelle Terre, c'est ne plus avoir d'ego. C'est une étape au-dessus. Et ensuite, troisième livre, moi, ça a commencé avec Les Semences du Bonheur de Monsieur Ivanov. Mais c'est pas nécessairement ce que je vais recommander parce que c'est très lié à Dieu. Et c'est dur peut-être de se détacher de la perception, enfin de ça. Sinon, j'aurais conseillé la Bible. mais sans prendre pour argent comptant tout ce qu'il y a. En fait, je pense que l'intérêt de la Bible, c'est surtout savoir prendre ce qu'il y a de bon dedans. Tu vois, la sagesse et l'amour qu'il y a dedans. Et ne pas chercher à savoir, sur ma perception, est-ce que c'est la vérité ou pas, tu vois. Si tout le monde déjà lisait la Bible et juste essayait de prendre la sagesse et l'amour qu'il y a dedans, tu vois, en mettant même une opinion, tu vois, dessus, il n'y a aucun souci. Mais ne pas essayer dans le « Ah, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ah, c'est absurde ». Prenez juste, vous savez quoi, tout ce qui peut vous faire grandir en tant qu'humain, c'est tout. Je pense que ce serait pertinent, ce serait une belle démarche. Voilà. En tout cas, c'est la démarche que j'ai, hein, à titre perso. Voilà. J'ai l'impression que je vais mettre et les athées et les religieux à dire ça, mais c'est ce que je pense tellement. Donc là, tu vois, ça doit faire un bon 2 heures, peut-être un petit peu moins que l'interview dure. Et est-ce que tu as un conseil à partager aux copains et aux copines qui sont là, qui ont été super inspirés par tout ce que tu as partagé et qui veulent améliorer leur vie et avoir une vie plus heureuse et plus libre? En vrai, juste continuer à s'instruire, à être curieux. Je trouve ça trop cool, tu vois. Si j'avais pas eu ma curiosité, je parle pas de la curiosité malsaine et intrusive, mais la curiosité de la vie, tu vois. Vouloir en savoir plus, ce serait incroyable. Mais en étant très très précis, pour être intéressant, soyez intéressé. Cette phrase, elle a changé ma vie. Si je m'intéressais pas foncièrement d'abord aux gens, jamais les gens s'intéresseraient à moi. Et c'est une clé. Pourquoi j'arrive à honorer les gens, pourquoi j'arrive à leur donner de l'amour, pourquoi j'arrive à attirer les choses à moi? C'est parce que réellement, l'humain m'intéresse. Et réellement, je suis en écoute active, j'honore vraiment la personne. Et putain, qu'est-ce que ça m'intéresse de te connaître. Et à faire ça, les gens te le rendent bien. Excellent, Jean-Luc, merci pour ce partage. Merci à toi pour tes questions, franchement, vraiment. T'as posé des putains de bonnes questions, je trouve. Tu guides bien le truc. Hein. Ça, faut pas oublier que c'est une synergie de nous deux. Ce qui sort de moi, c'est parce que c'est toi aussi qui l'a co-créé, hein, en vrai. Ben ouais, non, je suis d'accord. C'est vraiment un partenariat, ouais, c'est une collaboration. Merci beaucoup. Une bonne interview, c'est une collaboration. Merci à toi, merci à vous. Merci à vous tous. Ciao, ciao les copains et les copines. Merci d'avoir regardé cette interview. Si tu es là, tu fais partie des 15%, des 10%, des 2% qui sont allés jusqu'au bout. C'est une longue interview. Donc, laisse un commentaire juste en dessous pour dire que tu fais partie de la team 2%. Ok, et puis bien sûr, n'hésite pas à assassiner le bouton like. Si tu es là encore, c'est que tu as dû bien aimer cette vidéo. Et puis, d'après toi, qui dans ton entourage pourrait être inspiré, même peut-être touché par ce parcours très intéressant de Jack? N'hésite pas à lui envoyer cet épisode et n'oublie pas aussi, tu peux l'avoir au format audio en regardant les liens là qui sont en dessous, qui t'amènent vers les principales plateformes de podcast. Merci encore d'avoir regardé et été inspiré, je l'espère, par cet épisode et je te dis à très vite pour le prochain. Puis en attendant, n'oublie pas, sois imparfait, mais fais-le quand même.